Pour les personnes qui nous écoutent, là tout de suite, qui commencent l'épisode, on a quelque chose à vous proposer. On vient d'en discuter là tout de suite avec Yannick en off avant de lancer l'enregistrement. On s'est dit que aujourd'hui, on allait faire quelque chose de pratique vraiment. Donc on va s'endormir pendant l'épisode et comme ça va vous aider vous en même temps à dormir. On parle là-dessus, Yannick. Tu penses que c'est pas mal Alors, comme idée? exactement, pour le thème du sommeil, on s'est dit qu'une petite démo, une démonstration live, ça serait le meilleur moyen de partager ce podcast. Et vous partagerez avec nous des sons de ce style. C'est sympa. Alors moi, je sais Voilà. pas si je ronfle. On m'a jamais dit. Ah, moi, on m'a dit, c'est bon. Mais toi, t'as dit. Ah, c'est bon. Vous Ok. aurez des ronflements, c'est sûr. Vous ne serez pas Ah, déçus. tu sais, parfois, ça peut bercer, hein. Enfin, moi, personnellement, les ronflements, je ne supporte pas à entendre. Ça m'aide pas à dormir. Mais peut-être que ça peut faire une petite berceuse pour les personnes qui nous écouteraient et qui sont en train de se dire, mais c'est quoi ce podcast? Où est-ce que j'ai atterri? Alors, vous êtes en présence de Laure, moi-même, qui est coach mental et futur psychologue, et Yannick, si tu veux te présenter. Voilà, Yannick, coach mental aussi et surtout enseignant en méditation. Et aujourd'hui, on va quand même pas vous accompagner dans dans une sieste, ça dépend de l'heure où vous écoutez ce podcast, mais on va effectivement parler par contre du sommeil. On va parler du sommeil parce que c'est un sujet qui est très lié, peut-être on s'en rend pas assez compte, mais très lié à la santé mentale, très lié à à nos facultés de gérer nos émotions, à gérer notre anxiété, dépression, etc. Tout ça est lié parce qu'en fait, souvent, quand on a peut-être des soucis au niveau de notre santé mentale, c'est un des premiers trucs qui se tarissent, c'est le sommeil. Et à l'inverse, quand on a un mauvais sommeil, ça peut aussi créer des problèmes de santé mentale. Donc en fait, c'est un peu cette boucle sans fin. Et à titre personnel, c'est aussi quelque chose qu'on vient souvent me dire en fait dans mes accompagnements. C'est un des trucs qui revient régulièrement. Ça et le stress, c'est les sommeil et stress. C'est un peu les deux choses Mhm. qui reviennent très très souvent. On a eu aussi pas mal de questions qui ont été posées Mhm. sur le compte Sur Insta. Instagram. Donc Mhm. d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous nous suivre déjà. Il y aura le compte qui sera en dessous dans la description. Et deuxièmement, à poser des questions pour vous personnellement. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? On peut en parler. Des fois, on propose des sujets. Des fois, on écoute aussi des propositions de sujets. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre parce que plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, hein. Exactement. Et quand on a proposé là ce sujet sur le sommeil, il y a eu pas mal de réactions de personnes qui étaient intéressées par Mhm. ce sujet. Donc je pense que ça va aussi parler à pas mal de monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, je sais pas si c'est négligé, mais en tout cas qu'on prend pas assez en compte dans son bien-être mental et même dans les accompagnements en soi, parce que le sommeil c'est super important. Et peut-être que on va commencer par là. Allez, de dire que le sommeil c'est super important. Yannick, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi le sommeil c'est important? Pourquoi le sommeil, c'est important? Ça, c'est une vaste question et aussi une très intéressante question. C'est important parce que c'est le moment où on va recharger nos batteries physiques et mentales de la manière la plus efficace. On peut la recharger de plein de manières. La relaxation, ça va aider, la méditation, ça va aider, mais ça pourra jamais remplacer le sommeil. On a besoin de ce moment où notre cerveau, il peut à la fois travailler chimiquement à nettoyer le cerveau, le corps. C'est un moment où on va processer énormément de choses, éliminer pardon, certaines toxines, etc. Donc il y a un processus physiologique qui va se passer pendant le sommeil. Mais il va y avoir aussi un processus mental, c'est-à-dire que c'est un moment où euh, même si, je vais le dire tout de suite, hein, au niveau de la science et le sommeil, il y a beaucoup de flou, on a beaucoup de théories, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas une réponse définitive sur à quoi ça sert de dormir. On sait il y a des choses qui se passent pendant qu'on dort, que si on dort pas, les conséquences sont catastrophiques pour le corps et l'esprit. On sait qu'il y a des processus qui se font, ça on les a découverts, notamment par exemple ce que je disais, les traitements de certains déchets, etc. Aussi au niveau des émotions, on sait qu'il y a des choses qui se passent de traitement d'émotions, de traitement de souvenirs, de choses comme ça.
on se développe de plus en plus sur notre connaissance sur le sommeil, mais il reste quand même une petite phase de, une petite zone d'ombre, on va dire, où on ne sait Mm. pas trop. Mais déjà, je dirais que la première raison pour laquelle c'est important, c'est que c'est ça. Ça sert à processer beaucoup de choses, à nettoyer beaucoup de choses et à digérer, que ça soit en termes physiques que mental, en fait. Et toi, est-ce que tu aurais des choses à rajouter sur l'importance du sommeil, peut-être même des expériences personnelles? Qu'est-ce qui se passe quand on dort pas, tu vois? Alors, moi, mon expérience du sommeil a un petit peu évolué avec le temps parce que quand j'étais, on va dire, ado, enfin, jeune, quoi, un peu plus jeune, là, je suis pas vieille, je disais que je dormirais quand je serais morte et que le sommeil, finalement, c'était pas si important que ça et que ça me faisait surtout perdre du temps. Parce qu'il fallait absolument que je fasse plein de trucs dans mes journées et évidemment, bah, quand tu dors, en tout cas, la perception que j'avais, c'est genre tu fais rien, alors qu'en réalité ton cerveau travaille beaucoup. Et donc j'ai eu cette perspective-là à un moment de ma vie. C'est pour ça que je voulais Mhm, aussi commencer par ça pour dire que oui, le sommeil c'est important et c'est pas à négliger. Et aujourd'hui, c'est complètement, j'allais dire, l'inverse où vraiment j'ai priorisé le sommeil ok. dans ma vie, dans mon rythme, parce que et on pourra du coup aller plus loin là-dessus par la suite, mais je sais les bénéfices et l'importance que ça a et les conséquences que ça a quand on est en manque de sommeil. Mhm, Et j'ai aussi accepté, entre guillemets, que j'avais un besoin de sommeil qui est quand même significatif et de prendre le temps pour ça et que non, ce n'est pas une perte de temps de dormir, que comme tu l'as évoqué, c'est un moment de régénération, si je puis mhm, mhm. utiliser ce mot-là, et que ça a aussi des conséquences positives pour votre santé mentale, mais même dans la vie de tous les jours, et qu'à l'inverse, un manque de sommeil, ça peut être problématique. Donc, De s'il y toute a des façon, personnes... Oui, vas-y, pardon. non, non, il n'y a pas de souci. Je dis de toute façon, l'importance du sommeil, on la découvre surtout quand on perd le sommeil. Hmm, C'est là où d'un coup, tout le blabla s'efface, tout ce qu'on peut dire là, etc. Oui, c'est important et tout. Si on discutait avec ouais. quelqu'un ou que vous faites partie de ces personnes qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui fait des insomnies ou qui a des vrais problèmes de sommeil, Hmm, des troubles du sommeil, etc., je crois que c'est difficile de passer à côté de l'importance du sommeil à tel point qu'on voit tellement, en fait, l'impact que ça peut avoir sur ouais. notre vie au quotidien dans tellement de branches. Le sommeil, c'est, à mon sens, quand il y a quelqu'un qui vient vers moi, une des premières choses, tu vois, que je vais demander, c'est genre, OK, niveau sommeil, ça se passe comment? Hmm, Parce que je pense que déjà, en impactant le sommeil, en donnant deux, trois petites choses sur amélioration du sommeil, tu peux déjà soulager une grande partie. Alors aujourd'hui, peut-être dans ce podcast, on va plus prendre le côté un peu mental, parce que c'est un peu le thème du hmm, podcast, et on va laisser le côté plus régénération physiologique et ce genre de choses de côté, parce que c'est peut-être moins notre spécialité. Mais je pense que pour la santé mentale, le sommeil, comme on le disait au tout début de l'épisode, quand on en manque, hmm, l'impact sur les troubles, on va dire troubles mentaux, mais même juste simplement gérer son mental au quotidien, devient tellement plus difficile quand on est en manque de sommeil. Je ne sais pas si tu remarques ça aussi avec les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu vois un lien entre les deux hmm. évident, etc. Quelle est ton expérience un peu autour de ça? Ouais, il y a un lien qui va dans les deux sens. Et, Mhm. parce qu'il y a à la fois comment les difficultés dans la vie de tous les jours ou tout ce qui va être émotion, stress impacte le sommeil et en même temps comment le manque de sommeil impacte ça. Donc, Exactement. pour que ce soit un peu ordonné, je vais commencer par, parce qu'on est parti là-dessus, les conséquences finalement d'un manque de sommeil et comment ça impacte notre vie de tous les jours, notre santé mentale. T'en as parlé un petit peu, mais déjà, ce qui me vient en premier à l'esprit, hein, je vous partage, Mhm. tout ce qui va être difficulté de cognitive, donc tout ce qui va être difficulté notamment de concentration, d'attention aussi, Ouais. avoir du mal parfois à penser, à réfléchir.
d'être plus lent ou plus lente aussi dans son processus de pensée. Je sais pas, vous avez votre journée de travail, vous dites ça fait 2 heures que vous essayez de vous concentrer, d'être dans une tâche, alors que c'est quelque chose que d'habitude, si vous dormez bien, entre guillemets, de base, ou si votre sommeil ça va, vous arrivez en 30 minutes. Et là, en fait, c'est Ça passe pas. complètement ralenti. Voilà, ça passe pas. Donc, il y a la dimension cognitive. Il peut y avoir aussi lié à ça. Alors, ça va être aussi en fonction de votre base, mais ça peut en fait venir amplifier des choses qui sont déjà présentes. Et là, Mhm, je suis en train de penser, par exemple, à tout ce qui va être rumination ou les pensées un petit peu, on va dire, négatives sur soi ou sur les autres. Enfin, ça va un petit peu amplifier tout ça. Tu m'arrêtes si tu as des choses à rajouter, limite en totalement, même temps quand totalement, je mais parle, voilà, sur la finis ton train de dimension. pensée. Ça marche. Il y a aussi la dimension émotionnelle. Mhm, Et ça, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se reconnaître. Quand vous dormez moins ou moins bien, vous allez être plus irritable, c'est-à-dire que mhm, vous allez être plus facilement déclenché émotionnellement que si vous avez bien dormi. C'est-à-dire qu'une remarque qu'on peut vous faire peut vous déclencher alors que d'habitude, bon, ça peut être chiant, mais bon, ça va, vous gérez. Alors que là, on a plus de mal à faire face finalement aux choses de la vie de tous les jours. Et donc, ça peut aussi engendrer parfois des difficultés relationnelles oui. parce qu'on va être plus irritable, on va être peut-être aussi plus difficile à réguler ses émotions, Mhm. donc Moins plus dans patient. l'impulsivité, voilà, impatient, Mhm, exactement. Si, je sais pas, votre conjoint, votre conjointe, il a pas fait la vaisselle aujourd'hui et que vous avez mal dormi la veille, et ben vous pouvez ça va répondre d'une barder. manière un peu, voilà, ça va parler un peu agressive. Et donc ça peut jouer aussi sur à la fois vos ressentis des émotions, mais aussi sur l'expression de Mhm. comment est-ce que vous allez être avec les autres. Et Ouais, elles vont être plus intenses, c'est ça. Parce que même, en mm, fait, on parle là d'émotions négatives, mais pour avoir vécu des fois des privations de sommeil, des choses comme ça, il y a même des fois, ça peut être euphorisant. C'est-à-dire que, mhm, à l'inverse, l'émotion, même des émotions qu'on dit positives, etc., deviennent ingérables. On peut être genre beaucoup peine à se réguler, on peut être d'un coup excité comme ça, genre très agité ou alors très mm, joyeux, presque euphorique comme ça, mais excessif. En fait, on a vraiment de la peine à mm, réguler les émotions, que ça soit négatif ou que ce soit même des fois pour certaines personnes, ce qui est peut-être moins souvent, mais aussi des émotions qu'on considère comme positives. D'un coup, elles nous prennent, on n'arrive pas à réfléchir. Il y a aussi des gens d'un coup qui vont avoir des comportements qui sont déplacés ou des choses comme ça mm, parce que le manque de sommeil diminue en fait cet espace que l'on a entre conscient et émotion. C'est-à-dire que l'émotion prend un peu je dirais, le volant mm, de nous-mêmes. Elle dirige un petit peu tout. Et comme on est fatigué, cette espèce de partie de nous qui a tendance à rester aux commandes, eh ben, elle n'a plus la force. Elle est là, comme ça, derrière mm, le volant. Et les autres, ils viennent et ils tournent le mm, volant comme ils veulent, quoi. mm. Et oui, parce que du coup, comme on ne s'est pas rechargé, entre guillemets, ou en tout cas pas assez, il y a moins d'énergie ou de ressources pour pouvoir être en contrôle Mhm. ou en tout cas en régulation de soi. Et l'exemple que tu as donné au volant, ça, c'est très significatif de ça. C'est que du coup, là, ça peut engendrer des choses plus graves comme des accidents et Bien sûr, bien possiblement se sûr. blesser soi-même ou blesser les autres. Mais ça rejoint ce qu'on évoquait sur notamment là, le cognitif, voilà, la difficulté à rester concentré et difficulté juste à être éveillé, Mm. en fait, tout simplement. Il y a un moment, en fait, où votre corps, il a des besoins et vous pouvez forcer sur la corde autant que vous voulez. Il va vous rappeler à l'ordre et parfois, il vous rappelle à l'ordre et il y a des conséquences qui peuvent être très problématiques. Exactement. Euh, et ce que tu as évoqué aussi, ça m'a fait penser un autre élément. Alors là, c'est si on a manqué de sommeil pardon, je vais refaire ma phrase. C'est si on a manqué de sommeil pendant pas mal de temps, on peut Mhm. avoir des hallucinations. Oui, oui. Euh, Moins fun, ça. donc, c'est mon fun. Ça peut être hallucination auditive, visuelle, on entend des trucs, on voit des trucs. Et en fait, ça, c'est aussi, ça revient à cette dimension cognitive. En fait, on est un peu brouillé, tu vois, confus dans sa manière à réfléchir et à penser. Et
et ça peut du coup changer la perception de la réalité Mhm. aussi. Mm. Et en fait, je pense là, c'est ce qui est je pense que les gens en fait s'en rendent compte de ce que ça leur pose comme problème. Moi, la question qu'on a le plus, en fait, dès que j'aborde le sommeil, c'est qu'en fait, des gens ont des problèmes spécifiques par rapport à leur sommeil et trouvent pas Mhm. vraiment de solution. En fait, ils voient que ça les impacte, ils voient que, je pense que c'est assez facile de voir le lien entre santé mentale, sommeil, on voit très vite comment on réagit, mais ce sommeil, c'est qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Genre, première partie des gens, ils vont avoir de la peine impossible à s'endormir. Genre, Mm. le problème, c'est ça, c'est tu te poses au lit, déjà tu te couches super tard, tu te poses au lit, impossible de s'endormir. Jusqu'à 2, 3 heures du mat, et le lendemain, faut se réveiller à 6, 7 heures le matin, et boum, dette de sommeil, et pourtant on n'arrive toujours pas à s'endormir. T'as des personnes qui se réveillent régulièrement Mm. pendant la nuit et qui ont l'impression de dormir super mal parce que la qualité de leur sommeil, elle est catastrophique. Tu as des personnes qui vont vivre des phénomènes dans leur sommeil, des paralysies du sommeil, des choses comme ça, en fait, qui sont des phénomènes dont on parle peu, mais qui sont finalement assez courants. Euh, et ce que je trouverais cool, c'est qu'on essaie un petit peu d'aborder pour donner des pistes, un Mm. petit peu de réflexion sur comment est-ce qu'on peut typique pour aller s'endormir. Il y a des choses qu'on peut faire sur la régulation émotionnelle, etc., qui peuvent aider. Et je trouverais un petit peu sympa d'essayer de comprendre un peu ces phénomènes et de donner des premières solutions. Je sais pas si toi aussi tu vois d'autres problématiques qui viennent comme ça avec le sommeil. Ouais, ce que tu évoques là, c'est ce qui est catégorisé comme des troubles du sommeil, sachant que les Mhm, troubles du sommeil, ils sont aussi catégorisés dans les troubles mentaux, là, le fameux DSM, là, le diagnostic, manuel diagnostic des troubles mentaux. On retrouve en fait les troubles du sommeil, alors à différentes intensités pour chaque mhm. personne, mais du coup, ce que tu as évoqué, il y a ça, il y a les insomnies d'endormissement, la difficulté à s'endormir, les insomnies où bah, Tout court, ouais. tu restes réveillé, t'arrives pas à dormir du tout. Fragmentation du sommeil, sommeil, pardon, où tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. Tu as aussi les hypersomnies, Oui. où C'est tu vrai qu'il y a dors l'inverse. énormément, Mhm. mais ça te recharge pas, en fait. Enfin, Ouais. tu dors beaucoup, mais tu sens pas les bénéfices de dormir. Et puis, tu as les insomnies du réveil où tu te réveilles super tôt Mhm. aussi. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais voilà, je suis pas non plus une experte en sommeil, mais je vous dis les principaux qu'on peut retrouver. Euh, alors, ce qui est important quand même, c'est d'identifier s'il n'y a pas des causes organiques. Là, c'est la psy qui parle. Mhm. Parce que toujours quand on a des difficultés, des choses qui sont considérées comme des troubles mentaux, on va vérifier toujours qu'il n'y a pas une cause organique, surtout sur le sommeil. Parce que ça peut être lié à des choses, par exemple, à l'apnée du sommeil, tu vois, Exactement. qui peut être lié à ça. Donc, tous les éléments qu'on va pouvoir vous donner, les outils ou en tout cas les tips, euh, vous pouvez évidemment vous en servir et les réutiliser, mais à noter que possiblement, il y a peut-être des choses plus physiques, plus organiques pour vous, Exactement. qui est source des troubles du sommeil. Donc ça, Donc c'est la aussi... première étape, en fait, Mm, c'est d'aller se faire checker. exactement. S'il y a trouble du sommeil, première étape, mais c'est la réalité. C'est qu'il y a Mm, des choses qui peuvent être au-delà du mental, qui peuvent être vraiment purement physiologiques, purement du domaine médical, qui vont mais ruiner votre sommeil. Et ça, qui c'est qui est le meilleur pour pour s'en rendre compte et vous diagnostiquer? C'est un médecin. Donc la première mm, chose, c'est que il faudrait éliminer cette partie-là. ouais. Une Mm, fois que le mm, médecin, il a dit, moi, les trucs que je connais, etc., voilà, c'est pas de ce côté-là. Ça peut commencer à être un peu plus intéressant d'aller réfléchir à notre régulation émotionnelle, à ce genre de choses, à comment est-ce que sont nos rythmes de sommeil, notre hygiène de sommeil, parce qu'il y a des vraies hygiènes de sommeil. Comme on a une hygiène de vie réveillée, en réalité, on devrait avoir aussi une hygiène de sommeil mm, quand on va se coucher, de ce qu'on fait avant d'aller dormir, de ce qu'on fait pendant, etc. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent impacter. mm, Et je pense que nous, on va se concentrer plutôt sur cette partie-là. Mais effectivement, tu fais bien de le mm, rappeler. Partie 1, se faire checker.
vérifier que vous n'avez pas un petit problème qui pourrait expliquer ce trouble du sommeil, effectivement. Tout à fait. Et donc là, ça fait partie aussi d'identifier les causes, Mhm. finalement. C'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces troubles ou ces difficultés du sommeil. Donc on cherche d'abord s'il y a une cause, nous on appelle ça une cause organique. Et s'il n'y a rien là-dessus, ça peut être identifié s'il y a des causes psychologiques. Et donc là, je pense notamment à tout ce qui va être trouble anxieux, par Mhm. exemple. Des personnes aussi qui ont un TDAH, elles ont aussi plus de difficultés avec le sommeil. Donc ça peut être aussi des causes à explorer. Donc là, ce serait plutôt avec un psychologue ou un psychiatre, même si vous pouvez en discuter avec le médecin, mais voilà, sur la dimension Normalement, psychologique, il devrait j'irais vous toujours. orienter de ce côté-là. Oui, voilà, exactement. Euh, Ça, c'est aussi à prendre en compte dans le diagnostic. C'est ce qui me vient à l'esprit, mais c'est pas ce mot-là que je voulais L'identification, utiliser. on va dire. Ouais, voilà, l'identification. Ouais. Parce que s'il y a des causes, enfin des choses un peu plus profondes, à nouveau, ce qu'on va vous donner là, ça va pas forcément. Je pense que ça va être aidant, mais ça va peut-être pas suffisant. Euh, donc, identifier, voilà, s'il y a des causes plutôt liées à psychologiques. Si c'est aussi par phase, c'est-à-dire que est-ce que vous identifiez qu'il y a des périodes ou des contextes où c'est plus compliqué? Est-ce que c'est toujours été comme ça, c'est tout le temps? Enfin, ça après, ce sera aussi à voir avec des professionnels. Euh, mais voilà, d'identifier si pourquoi en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces difficultés de sommeil. Si on prend par exemple sur tout ce qui va être anxiété ou moindre mesure stress, souvent ce qu'il y a, c'est qu'il y a du coup des inquiétudes. On s'allonge et là, il y a tout qui vient à l'esprit, toutes les inquiétudes, ruminations, qui fait que ben, on n'arrive pas à s'endormir et que ça peut créer du coup ce trouble du sommeil là. Est-ce Ben, que on peut parler peut-être de ça en ouais, premier, vas-y, de vas-y. celui-là. Donc, parce qu'il y a les troubles du sommeil, mais il y a aussi la galère, j'arrive pas à m'endormir. Et ça, Mm, je crois que si tous ceux qui ont ce problème-là allaient voir le psy, il y aurait plus de place chez les psys pour au moins 10 ans. C'est-à-dire que au-delà d'avoir des vrais troubles du sommeil, et encore une fois, hein, tout ce qu'on a dit, c'est juste, allez vous faire checker, etc. Mais aussi, des fois, c'est juste galère. C'est mm, juste galère, on prend 2 3 heures à s'endormir à chaque fois. Et voilà, comme tu dis, anxiété, les pensées tournent, pardon, pas l'inverse, les pensées tournent. Euh, on est là, on reste éveillé, on n'arrive pas, on tourne, on se prend la tête, etc. Moi, j'aime bien appeler ça, c'est les onglets émotionnels qu'on a ouverts la journée, qui nous reviennent mm, dans la tronche. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Pendant on se pose au lit, il y a cette espèce de truc où toute notre journée, on se la repasse et on est en train de se dire genre, oula, mais quand j'avais eu cette discussion, mais j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais mieux fait de plutôt répondre ça. Ah, puis là, j'ai manqué de répartie. Si seulement j'avais eu l'idée de répondre mm. cette blague et tout, ah, ça se serait tellement bien passé. Et boum, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, est-ce que toi, tu as des outils, des réflexions, des pistes? Déjà, je pourrais partager un petit peu les miennes après, comment je vois ce problème-là de mon point de vue et du point de vue un peu plus, j'allais dire, ouais, méditatif ou même juste Mm. de ce côté-là, de ce genre de philosophie. Mais est-ce que toi, déjà, tu aurais un petit peu des éléments, des pistes de réflexion là-dessus? Ouais, alors je vais donner une piste, un outil. Juste avant, je voulais compléter ce que tu évoquais. Mhm, Tu as à la fois les pensées sur le passé, donc je mhm, refais ma journée et je rumine un peu sur ce qui a pu se passer ou pas. Et à la fois sur le futur, c'est-à-dire si bien demain il sûr. se passe un truc, si le jour d'après, voilà. Donc, en fait, dans ces moments-là, on n'est pas dans le présent. On est sur le passé, qui est passé et que on peut rien y faire parce que de toute manière, c'est passé. Et sur le futur qui n'est pas encore arrivé et au final, on ne sait pas ce qui va se passer et on fait des projections. Voilà. Donc, par rapport à ces ruminations comme ça, juste avant de dormir qui viennent, je vous invite à consacrer un temps dans votre journée
où vous allez laisser ces ruminations du coup vivre et être présentes. C'est-à-dire que au Mhm. lieu qu'elles viennent là le moment où vous n'avez pas envie qu'elles viennent, de pouvoir définir, je sais pas, 10-15 minutes par jour. Alors, pas juste avant de vous coucher, sinon ça va ça va moins être aidant, mais un moment dans votre journée, donc plutôt en début de soirée par exemple, un moment comme ça où vous allez pouvoir laisser ces pensées-là venir. Vous pouvez noter ce qui se passe, de laisser un petit peu une trace, d'extérioriser ces choses-là. Et si jamais les pensées, elles viennent dans un moment où c'était pas le moment que vous avez défini, de leur dire, de dire à votre cerveau, ah bah attends, là, t'es pas à l'heure, là, c'est pas ton moment, ton rendez-vous, c'est dans 2-3 heures, et de revenir dessus après. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ces ruminations, ces pensées-là qui viennent en fin de journée quand vous allez vous coucher, c'est parce qu'en fait, elles n'ont pas été processées, on peut dire Mhm. comme ça, Ouais, c'est ça. pendant la journée. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas d'essayer de les éviter, parce que on le sait, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, l'évitement, ça revient boomerang, quoi. De toute manière, ça va forcément revenir. Donc, c'est plutôt de définir vraiment un moment où vous dites, OK, je prends en compte ces inquiétudes-là, mais j'essaie de choisir quand est-ce qu'elles sont présentes. Voilà, donc Mhm. c'est un petit outil que je pourrais donner. Tu dirais Super. quoi, toi, Yannick? Bah, ça rejoint énormément. Alors en fait, concrètement, il y a des points communs complètement avec mon approche. C'est que de la même manière, ce phénomène-là, il est expliqué, selon moi, par ce non-process des émotions dans la journée. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un problème qui s'aggrave de plus en plus. Euh, la théorie et la piste la plus probable, c'est à cause des nouvelles technologies qui sont Mm, présentes au quotidien et qui font qu'on a beaucoup moins d'espace dans notre journée pour faire ce processus de digestion des émotions mm, dans la journée. Parce qu'en fait, concrètement, on prend 200, 300 ans en arrière, on va vraiment aller un peu loin. Euh, je veux dire, dans la journée, il y avait plein de moments où c'était creux. On avait le temps de ah, ça s'était mal passé avec le voisin. Bon, bah là, c'est le moment. On attend que mm, on est en train de faire le riz, tu vois. Enfin, il faut enlever des plats. Il y a plein de moments en fait où il y avait des tâches comme ça qui étaient mentalement très peu mm, exigeantes. Même si physiquement elles pouvaient l'être, mentalement, pas particulièrement. Et le cerveau, il avait le temps de processer plein de choses à ces moments-là. Et si on observe nos journées aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps où on a de l'espace mental, finalement. J'allais dire peut-être aux toilettes, mais la majorité des gens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On embarque notre téléphone aux toilettes aussi. Allez, peut-être mm, la douche, mais j'ai encore entendu dernièrement des gens qui me disaient non, mais moi sous la douche, j'écoute un podcast, je le mets à mm, l'extérieur ou j'écoute des vidéos, des choses comme ça. Donc je suis en train de me dire, ok, donc même quand on est mm. sous la douche ou le téléphone, il pourrait pas venir techniquement. Enfin, maintenant, il y a des téléphones qui sont imperméables et tout, Ouais. waterproof, etc. Donc, on peut même le prendre sous la douche. Et en fait, je suis en train quand on observe la journée, il Mm, y a quasiment aucun moment où notre cerveau, il n'est pas stimulé, où notre attention, elle n'est pas amenée à l'extérieur, elle n'est pas amenée sur des choses différentes. Et ça, en fait, ça crée un problème qui est très clair, c'est que quand est-ce qu'on processe nos émotions? Quand est-ce qu'on processe ces trucs? Quand est-ce que le cerveau il a le temps d'aller moi vraiment j'imagine ces onglets ouverts qu'on a qui sont en attente, genre discussion avec le voisin, prise de tête avec le patron, embouteillage le matin, je suis arrivé en retard, on m'a pris la tête. Enfin, tous ces petits onglets qui sont là et en fait on n'arrive jamais à cliquer sur la croix pour les fermer parce qu'on est déjà sur l'onglet suivant, sur l'onglet suivant, sur l'onglet suivant. Et le soir on arrive parce que le soir, c'est ça, quand on éteint la lumière et qu'on pose le téléphone. Qu'est-ce que c'est ce moment? Bah, c'est le seul où le cerveau, il a la possibilité de faire ce qu'il a besoin de faire. Fermer ses foutus onglets. mm, Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, le soir, le cerveau, il fait, ah, c'est maintenant? Là, tu fais attention à moi, je peux? Ok, bah, on va traiter. Et boum, tout mm. arrive.
Et comme tu disais, aussi les onglets futurs en prévision de demain, après-demain, de changement de vie, de remise en question de notre style vestimentaire et de nos relations, etc. Enfin, tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. Et donc, effectivement, prendre du temps, là, j'ai vraiment la même approche, c'est comme on n'a plus ce temps-là, eh ben, il va falloir le faire consciemment, accorder un moment, en fait, où on le fait. Alors, de mon côté, la pratique méditative que j'enseigne pour ça, elle se fait le soir. Alors, ça diffère un petit peu de ton approche. Mm. Ça se fait le soir, mais c'est suivi par quelque chose qui va permettre Mm. de s'endormir. Parce que sinon, effectivement, tes pensées, elles vont continuer Mm. de tourner. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rembobinage de la journée et des émotions qu'on a pu sentir. Donc en fait, on se pose et on se dit, OK, là, je suis couché, avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été me brosser les dents. OK, pendant que j'étais me brosser les dents, j'ai ressenti ci, ça, ça. OK, on remonte un petit peu et en fait, à chaque fois, on nomme un petit peu et on prend un petit peu de temps pour poser l'attention sur les émotions, sur les Mm. pensées qu'on a eues et sans se laisser prendre dedans. On pose, on les regarde, on les voit et on continue de rembobiner. Comme si on prenait un petit peu cette distance et que la pellicule se rembobinait devant nous et que la vidéo continuait, etc. Et ensuite, en général, on fait il y a une petite technique qui se fait. C'est par exemple, tu peux compter juste de 100 à 0 et tu comptes 100 et tu vas attendre un petit moment, 99 ou 99 pour les Français. T'attends un petit moment, 98. T'attends encore un petit moment et tu vas me dire combien de temps on attend, plus que ce que tu penses qu'il faut attendre. Mais attends, juste, ça, tu le fais à quel moment, du Tu coup? le fais après avoir fait ton Ok, rembobinage. ok, Une fois que tu as fini ça ton marche. rembobinage, c'est vrai que c'était pas clair. Tu as fait ton rembobinage et ensuite, là, il vient le temps de s'endormir. Tu as processé les émotions et maintenant, on passe à une technique pour s'endormir. Un peu comme compter les moutons et ce genre de choses, mais Ok, celle-là, ça marche. elle est un peu plus efficace dans le sens que, en général, si tu arrives à 0, c'est que tu n'as pas bien fait la technique. Parce que personnellement, j'y suis jamais arrivé. Je connais très peu de gens qui y sont arrivés. Si vraiment tu te poses et que tu essaies de compter et laisser ce temps, laisser ce temps, le cerveau s'ennuie et il s'endort. À moins que justement, tu avais trop de choses à processer, Mm. etc. D'où la première partie. Mais effectivement, à mon sens, ce genre de techniques de régulation émotionnelle sont les plus efficaces pour les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir. Euh, ouais. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est un peu plus organisé comment tu fais parce que du coup, tu pars du moment où tu commences ta méditation et tu reviens Ouais. un peu comme ça en arrière. Comme ça te permet Mhm. vraiment de faire le déroulement. J'avais Ouais, déroulage dans tu la tête, check. mais c'est le déroulement, oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. de la journée. Donc Et est-ce que du coup, tu prends en compte les sensations corporelles, les émotions Alors, ça dépend des gens, effectivement. Plus tu as Ok. une sensibilité émotionnelle forte, plus tu vas être capable de les nommer. Ça, c'est le plus efficace, je pense, c'est les nommer ou les noter, etc. Euh, on en avait parlé un petit peu dans le podcast Régulation des émotions et effectivement, le fait de poser l'attention dessus, de les nommer, de les faire sortir aide énormément. Donc ça, c'est pour ceux qui ont un petit peu fait de régulation émotionnelle et qui arrivent à nommer leurs émotions, génial. Sinon, effectivement, on peut se dire, OK, à ce moment-là, j'étais tendu à cet endroit-là, il s'est passé ça, donc je me suis senti mal. J'ai senti que la gorge, elle se serrait, j'avais des nausées, etc. Ce qui est important, en fait, c'est de ne pas se laisser prendre par le tourbillon. Et Hmm. c'est pour ça qu'on fait ce rembobinage et que on se dit pas, genre, juste ce que j'ai ressenti comme émotion aujourd'hui. En fait, Hmm. consciemment, on va faire ce rembobinage pour pas s'attarder sur chaque point. Juste les noter, s'asseoir avec 2 secondes et passer au suivant. Et passer au suivant. Et ça empêche en fait le cerveau il va avoir cette pulsion, hein, il va vouloir Hmm. essayer de résoudre le problème. Et en fait, on ne veut pas qu'il résolve le problème. On veut juste qu'il entende le message. Hmm. Parce que si tu commences à résoudre le problème, là, le cerveau, il va commencer à calculer, il va se réveiller, il Hmm. va se dire, OK, donc la prochaine fois, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ci, et puis t'inquiète, si je prends des cours de communication, la prochaine fois, je vais trop assurer, et puis ces cours, je vais les prendre. Ah, mais j'ai pas les sous pour prendre ces cours. Ah non, mais attends, il faudrait que je fasse. Dès qu'on essaie de résoudre le problème, ça part en Hmm. sucette. On veut pas ça.
On veut juste regarder ce qui s'est passé comme un film qui se passe devant nous et qui se rembobine, tout en notant, ah bah le personnage à ce moment-là, il s'est senti perdu parce que il avait ça, ou t'as vu, il était pas très bien, il avait l'air stressé, toutes ses muscles étaient tendus, etc. On veut un peu cette Mm. petite distance légère entre le film de notre journée et notre ressenti à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui te disent, ouais, mais moi, quand je fais ça, en fait, mes pensées, elles partent dans tous les sens, bah, exactement comme l'exemple que tu as donné. Mhm, Ça marche pas ton exercice parce que du coup, mhm. moi, mes pensées, elles partent partout. Ouais, et ça va pas marcher. Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Et Mm. le but, c'est pas que ça se passe pas, le but, c'est de s'en rendre compte. Ok. Au moment où on se rend compte que, tiens, on est reparti dans les trucs, on se dit, attends, j'avais fini ma journée? Non, j'ai pas fini ma journée. Il se passait Mm. quoi avant? Et on revient. Et on ramène l'attention sur l'exercice. Mais c'est totalement OK, hein. C'est comme, en fait, c'est Mm. exactement comme en méditation. En méditation, on a un point de focalisation, peu importe ce qui va être, un mantra, un mot, un objet, la respiration, peu importe tout ce qu'on veut. Et en fait, on pense toujours qu'il faut pas penser, mais en fait, c'est pas grave. On va avoir des pensées. Le but, c'est de s'en rendre compte et de revenir à l'objet de focalisation. Et là, dans cette méditation, l'objet de focalisation, c'est notre journée. Mm. Donc, on remonte, on remonte, on remonte. Le cerveau part en sucette, c'est pas grave. Oh tiens, je suis en train de repenser à mes trucs. Ah non, mais attends, j'en suis où de l'exercice? Ah oui, c'est vrai, j'en étais à mon repas de midi où j'avais mangé avec les collègues. Ok, qu'est-ce qui s'était passé avant? Et on continue, et on continue. Et dès qu'on a fini, on respire un petit peu et on passe au fait de compter, etc. C'est pour ça qu'on le fait dans le lit déjà. Ouais. C'est Ok. pour pouvoir enchaîner en fait profiter en fait de cet état de relaxation qui va venir Mm. avec le fait d'avoir focalisé notre attention. Parce qu'à chaque fois qu'on leur a ramené l'attention, en fait, tu entraînes un petit peu Ouais. ton cerveau à pas repartir. Et Mm. c'est aussi la deuxième chose, c'est que plus tu vas le faire, plus ça va être efficace. Mm. C'est un entraînement. Plus Oui. tu vas le faire, moins ton cerveau va repartir. En fait, il va comprendre l'exercice. Il va se dire, ah oui, là, c'est le moment où on rembobine notre journée. Et il va le Mm, faire mm, beaucoup mm. plus facilement. Oui, c'est dans la répétition. Donc, si vous le faites une fois et vous vous dites, ah, ça n'a pas été un succès, c'est aussi entre guillemets normal, quoi. C'est Ça peut de aussi ne pas répéter. fonctionner, Mm, hein. On est tous mm, différents. Les méditations, elles conviennent pas tous à tout le monde. Ça dépend J'ai jamais, à mon sens, il n'existe pas de technique absolue mm. qui Oui, va fonctionner pour tous, etc. oui, Mais mais c'est ça, une c'est quand. avec Oui. laquelle j'ai des très bons Mm. résultats. Je dirais que ça, honnêtement, à vue d'œil, ça marche vraiment sur beaucoup plus que la moitié des gens. J'aurais tendance à dire. C'est intéressant, tu vois, mais moi, je me dis, je vais tester comme ça. Ça peut être pas mal, tu me diras. Je vais tester. Ouais, 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 je vous dirais, et les personnes qui nous écoutent aussi, si vous voulez tester et nous dire après ce que ça a donné. Parce que, ouais, en plus, j'aime bien quand tu vois, c'est organisé et tout, donc j'aime bien ce côté déroulement. Donc, je vais tester et puis on pourra peut-être en reparler dans un autre épisode Avec et voir ce plaisir, que tu nous ça a donné. tiendras l'update. Ça marche. Donc ça, c'est des outils pour vous aider par rapport à vos pensées, vos ruminations, tout ça. Mhm. Si on reste sur le fait de s'aider à s'endormir, sur l'aspect un peu plus environnemental, on va appeler Hmm. ça comme ça, je voulais aussi parler de ça parce que c'est important. Bon, vous avez sûrement entendu que regarder les écrans, votre téléphone avant de vous coucher, c'est pas l'idéal. On va le répéter quand même parce que c'est quand même une vérité. D'essayer au max de pas être sur un écran parce que ça réactive en fait et que la lumière qui est présente sur les écrans, ça va en fait réactiver, alors je vais pas entrer dans les détails, mais dans votre cerveau, ça lui fait croire qu'en fait c'est le jour, quoi. Et du Mhm. coup, si lui il dit que c'est le jour, là, cette fameuse lumière bleue, eh ben il va pas vouloir s'endormir. Donc, faut lui montrer que bah non, c'est pas le jour et que c'est l'heure de dormir et que c'est la nuit. Ouais, c'est ça. Et on Euh, stimule même pas les mêmes parties, les parties du cerveau qui vont nous aider à dormir, en fait. Au-delà de la lumière, tu vois, tu regardes ton téléphone, tu scrolles, tu vas plutôt aller activer des circuits dopaminiens, etc., mm, que des circuits qui t'aident un petit peu plus à la relaxation, voilà, il y a des processus comme la mélatonine, etc., qui sont censés être ouais. créés par notre cerveau à certains moments et nous permettre l'endormissement. Et les écrans sont très connus, particulièrement le téléphone et le fait de scroller, ce genre de choses,
pour interrompre ces processus. Et même physiologiquement, en fait, vous n'êtes pas dans un bon état pour réussir à vous endormir. Ouais. Donc, c'est comme si vous étiez au milieu de votre journée et qu'on vous disait, maintenant dors. Compliqué, hein? Non. Dormir, ça demande Mm. de créer des conditions, comme tu étais en train de le dire, de créer des conditions qui vont nous permettre de faciliter l'endormissement. Qu'est-ce que tu aurais autre que les écrans aussi que tu penses que tu vois qui sont importants? Alors moi, ce que je fais et ce que je conseille, enfin après c'est aussi vu scientifiquement, hein, c'est d'avoir une certaine régularité. En Mhm, fait, dans vos l'heure où vous couchez, l'heure où vous vous réveillez. Alors, comme je disais tout à l'heure en début du podcast, comme le sommeil maintenant c'est une de mes priorités. euh, Moi, j'ai un peu un planning de, voilà, à quelle heure je me couche, c'est à peu près pareil tous les jours, mhm. même le week-end. Bon, après, il y a des exceptions quand il y a des soirées ou autres, mais j'essaie quand même d'être assez régulière. Il y en a j'ai eu le droit à, toi, t'étais une mamie, parce que c'est la fille qui part toujours en premier dans les soirées et tout. Mais ok, Désolé, c'est l'heure du si, dodo. voilà, mais si vous considérez que je suis une mamie, c'est pas grave, c'est votre souci. Moi, voilà, je sais qu'est-ce que je priorise et je connais mes besoins. C'est ça Mhm. aussi, c'est de connaître aussi vos besoins de sommeil. Parce que même s'il y a un temps, alors je crois que c'est 7 ou 8 heures de sommeil optimal, Ouais, ça, voilà, il y a de tout et de rien là-dedans. Donc, j'ai toujours pris un peu de distance, moi, par rapport à ces voilà, donc chiffres. Mais, ça dépend aussi de vos propres besoins. Donc c'est aussi d'identifier, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de moins dormir, d'autres plus. Moi, je suis plutôt dans ouais. la tranche un peu plus. Voilà, donc c'est de connaître vos besoins et en fonction de ça, d'avoir, comme je disais tout de suite, donc une régularité, de savoir, OK, à quelle heure Mhm. vous couchez. Et donc, 1 heure avant de vous coucher, ça va être d'organiser un petit peu votre environnement. Vous pouvez faire des petites routines pour que ce soit un peu ritualisé, que ça aide aussi votre cerveau à savoir, ah bah là, ah bah oui, là, il fait ça. Donc, quand il fait ça, c'est on va bientôt aller se coucher. Mhm. Donc, plus c'est répété, plus ça va être aidant. Je sais pas si toi, tu as une régularité comme ça aussi, Yannick, dans ton vie. J'essaye. C'est pas toujours facile, Ouais, honnêtement, la régularité, surtout par rapport à mon style de vie qui est. Honnêtement, tu vois, je bouge beaucoup et je ouais. change même de zone horaire. Mm, Et ça peut impacter pas mal. Donc, j'ai eu besoin d'apprendre à m'endormir facilement et à réussir à reprendre une routine, etc. J'ai très peu de problèmes de sommeil depuis. En fait, malgré que j'ai plus de peine à faire une routine qu'avant, j'ai beaucoup moins de problèmes de sommeil. Mais donc je m'estime chanceux et sur ce point-là. Mais effectivement, la routine, elle est tellement importante parce que, comme on le disait, s'endormir, c'est un processus. C'est pas juste on-off. Le corps, il va créer des choses à l'intérieur de vous qui vont faire que l'on va s'endormir. S'endormir, c'est la conséquence, en fait. C'est un état. C'est pas tu passes de je suis là et maintenant je veux faire dodo, donc j'appuie sur le bouton et je m'endors. Non, ça marche pas. Donc tu dois mm, créer, en fait, tu dois donner un maximum de signal à ton corps qui le dise, et là, j'ai plus besoin de toi, j'ai plus besoin que tu sois dans ce mode actif, réflexion, action, etc. J'ai besoin que tu passes dans ce mode où on va aller se régénérer, on va faire dodo, on va éteindre la lumière, quoi. Donc, ça demande ça, en fait, ça demande de, plus tu le fais régulièrement, plus il sait qu'à telle heure, mm, bah, en fait, il prend l'habitude. Déjà, genre, 1 heure avant, il a déjà commencé son processus, mm, il a créé les bonnes hormones, il a changé son fonctionnement nerveux, etc. Et donc, quand tu t'arrives dans ton lit comme tu as l'habitude et qu'il a déjà créé toutes les bonnes conditions, 10 fois plus simple de t'endormir. Alors que mm, si tu passes de je suis super actif à d'un coup je suis allongé, c'est maintenant, on fait dodo, non, le corps, il a besoin d'au moins une bonne mm, heure pour. Je crois, à vérifier cette information, mais je crois que la mélatonine, pour qu'elle arrive dans le système, elle prend plus d'une vingtaine de minutes. Donc, ça prend du temps, même si mm, on va remettre en doute le chiffre, ce qu'il faut retenir, c'est juste ça prend du temps, en fait. On ne peut pas juste se dire maintenant c'est dodo. Et donc, les routines, les petites habitudes comme ça, en fait, c'est des super signaux pour le corps, pour le mm, dire, et maintenant on va au garage, quoi. mm, Tranquille. mm. Ouais, tout à fait. Et en plus, parce qu'en plus, moi, j'ai une montre parce que je cours beaucoup, je fais pas mal de sport. Donc,
par rapport à ça. Et du coup, ça enregistre mon sommeil. Et ça aussi, ça m'a pas mal aidé Mhm. d'avoir des datas, enfin, tu vois, d'avoir des. Et il me le dit, ah bah, c'est bien, vous êtes régulier, tu vois. Et donc, il y a ce côté de régularité qui est vraiment aidant. Et ça me fait penser parce qu'on a une question par Ouais, rapport au fait que quand tu. Un peu comme tu as évoqué le fait que parfois tu es déréglé au ouais. niveau de ton. Parce que tu bouges beaucoup et que c'est pas forcément Mhm. voilà, fixe et les mêmes horaires. On a une question sur ça, de comment faire du coup quand on a un travail avec différents horaires, c'est pas toujours fixe. Travail de, par exemple, en fin de soirée ou en début de matinée. Je pense que ce qu'on évoque tout de suite là, d'avoir des conditions, même si c'est pas régulier parce que vous avez une vie qui fait que voilà, c'est pas possible, mais de se mettre en condition quand même, Ouais. d'avoir quand même les conditions qui soient un peu à peu près les mêmes. Donc après, c'est de définir aussi les choses qui vous permettent de vous mettre dans cet état d'endormissement. Mhm. Mais pour répondre à cette question, je dirais ça, voilà, de trouver les conditions, de se Ouais. mettre en condition. Euh, ouais, 1 heure, je pense que c'est bien, tu vois, 1 heure avant Ouais, de l'heure où vous allez j'allais dire dormir. exactement la même chose, une Mm, heure. Je pense qu'on a besoin d'une bonne heure. En fait, quand on peut pas facilement gérer l'heure du dodo, ce qu'on fait avant d'aller dormir prend une mm, importance encore plus grande, à mm, 100%. Et à mon sens, selon mon expérience, effectivement, une bonne heure euh, pour préparer le sommeil. Ça ne veut pas dire que vous devez être allongé pendant 1 heure avant de vous mm, endormir. C'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire qu'1 heure avant d'aller dormir, il faudrait faire des activités ou se mettre dans des conditions qui vont préparer le sommeil. C'est-à-dire que, bah, comme on le disait, peut-être éviter les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Ça peut être éviter d'avoir mangé 1 heure avant d'aller dormir parce que ça, la c'est digestion important, va ouais. pas aider. Mm, Euh, éviter peut-être de s'activer, de mm. faire des choses. On reviendra là-dessus parce que d'un coup, il y a le truc qui vient là. Oui, mais moi, je fais du sport avant de m'endormir, ça m'aide à dormir. On en Ouais, j'y ai parlera juste pensé à après. pareil, Et ouais. en fait, faire des choses qui vont faciliter cet état dans l'heure qui précède le sommeil, ou l'heure d'aller se coucher, ça va vraiment faire beaucoup Mm, de bien mm, pour le corps, même si les horaires peuvent être variables, etc. Le corps va reconnaître, il va dire, et tiens, là, il a commencé, genre, peut-être par exemple, ça peut être le signal, c'est de vous brosser les dents, et au moment où vous allez vous brosser les dents, tout ce qui se passe après se brosser les dents, eh ben, c'est des choses qui sont beaucoup mm, plus relaxantes. Vous pouvez prendre une bonne douche, vous pouvez prendre le temps de lire un petit peu. La lecture est mm. quelque chose qui est moins impactant sur le sommeil. Alors attention à peut-être pas lire des choses. Ce que vous Oui. consommez a de l'importance, c'est-à-dire que si vous Mm, lisez un roman d'horreur, etc., potentiellement ça a plus de chances de vous tenir éveillé que si vous lisez quelque chose de plus relaxant, voire même d'ennuyeux. Ça, c'est une autre technique. Si jamais vous oui. prenez un livre, mais le truc, genre, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez pu étudier, mais genre la physique quantique ou un truc dans ce genre-là. Peut-être il y a des passionnés de physique quantique, mais bon, pour la majorité des gens, en 1 heure, vous avez largement le temps de vous endormir sur le livre. Donc, voilà, faire des activités comme ça qui vont être un peu plus relaxantes. Et puis sinon, pour en revenir avec le sport, alors pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin de justement faire des trucs hyper intenses pour réussir à s'endormir, notamment le sport? Moi, j'ai beaucoup de gens, particulièrement des hommes, qui me disent, moi, le seul moyen pour m'endormir, c'est de faire, je sais pas, genre 50 pompes avant d'aller me coucher, comme ça, après je dors. Est-ce que toi, tu y vois une raison? Moi, j'ai ma petite idée, mais je Vas-y. sais pas, ouais. Euh, je pense que quand on en vient à ça, c'est que on essaye en fait de s'endormir par épuisement. Mm, Et effectivement, dans des conditions normales, si le corps est trop épuisé, il va passer dans un mode où on éteint pour préserver le corps. Il y a plus de jus, quoi. C'est comme votre téléphone quand il arrive à 0% de batterie. On va dire il est à 5% de batterie, votre téléphone, à la fin de la journée. Si vous l'utilisez à fond, boum, il va s'éteindre volontairement. Ok. Eh ben, c'est un petit peu comme ça pour le corps aussi. C'est que
il y a un moyen, c'est d'utiliser tout le temps, genre vraiment le bout du bout des batteries et de forcer l'endormissement. Le problème, c'est que si on fait tout le temps ça, il y a intérêt à avoir un temps de charge vraiment sacrément costaud derrière. Parce que sinon, le danger, en fait, c'est que on doit tout le temps aller vers l'épuisement pour Mm, s'endormir et on recharge jamais à 100% en fait nos batteries le lendemain. Et on a un peu tendance à être en dette comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme on n'a pas appris à s'endormir sans être à 0% de batterie, eh ben en fait on perd de plus en plus cette faculté de réussir à s'endormir dans des conditions normales en fait, consciemment, volontairement. On est mm, obligé de pousser à je tombe de sommeil. Je suis juste plus capable de fonctionner, en fait. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus de ce mm, côté-là, et je dirais qu'il faut faire vraiment attention à tout ce qui est long terme sur ce mm. genre d'habitude-là. Même si ça fonctionne sur le court terme, à mon sens et vu mon expérience, on le paye sur le long terme, en fait. Sur le fonctionnement dans la journée, etc. Mm. Oui, je te rejoins là-dessus. Et par rapport à l'exercice physique, ça peut être aidant pour le sommeil, Bien sûr. mais vous le faites pas juste avant. Enfin, c'est ça, c'est de le faire si on peut. Alors, je sais que si vous finissez tard et tout, le travail, parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, d'essayer au maximum de quand même mettre quelques heures entre le moment où vous faites votre sport et le moment où vous allez vous coucher. Mais en tout cas, le fait d'être en mouvement, même si c'est pas sport, mais en tout cas je sais pas, d'aller marcher ou de mettre Mhm. votre corps en mouvement dans la journée, ça va vous Ah aider oui, pour votre sommeil. Mais c'est juste quand énormément. est-ce que vous le faites, en fait, c'est Mhm. ça. Et, Exactement. c'est pas conseillé de le faire juste avant de dormir. Et enfin, je peux rejoindre sur ce que tu disais. Je pense qu'en fait, c'est une stratégie, mais qui est pas viable sur le long terme et ouais, qui est pas fonctionnelle parce que du coup, en plus, ça devient, enfin, du coup, je me dis, tu es dépendant de ça pour dormir, tu C'est vois, ça, mais c'est exactement ça. donc ça, c'est comme si, alors, même si c'est pas la même chose, mais tu vois, moi, ça me fait penser, il faut que je boive pour dormir, tu vois. Ou bien le Bah, là, petit pet avant de dormir. voilà, exactement. Mais le but, il est quoi en fait? Il est de d'éteindre le cerveau, de Mm, forcer l'extinction du cerveau, en fait. Parce que mm, si on l'éteint pas, eh ben, il va nous emmerder. Et on en revient à la première partie du podcast de régulation émotionnelle. Et en fait, la réalité, c'est que c'est souvent un mécanisme d'évitement supplémentaire. mm, Comme le cerveau n'a pas la possibilité de fermer les onglets, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste éteindre. Et pour ça, ben, on va mettre encore ces onglets de côté, de côté. Mais ils se ferment jamais, hein. On va continuer de les mm, accumuler, de les accumuler, de les accumuler, en fait. Et ouais, alcool, le petit pet avant de dormir, etc. Et c'est pas un jugement, hein, du tout. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, mm, etc. Mais il faut être conscient que bah, ça a des conséquences sur le long terme aussi. mm. Tout à fait, ouais. C'est ça aussi, oui, c'est de penser aussi sur le long terme et les conséquences que ça peut avoir. Euh, Est-ce que sur la notion d'endormissement, tu voulais rajouter des choses, Je Yannick? pense qu'on a donné des bonnes Ouais, stratégies. On pourrait en parler très longtemps, mais le but, c'est d'avoir un petit peu du concret aussi applicable. Et je pense que là, il y a déjà des pistes. Il y a déjà des pistes ouais, il y a intéressantes. des pistes. Du coup, on peut passer à la fragmentation du sommeil, du coup, le fait de se réveiller pendant la nuit. Euh, alors pour ça, j'ai des petits conseils, on va dire ça comme ça, Mhm, par rapport à la fragmentation du sommeil. Déjà, l'endroit où vous dormez, on va revenir sur les conditions, mais là, ce sera les conditions de votre pièce où vous dormez, joue beaucoup. Euh, Notamment, alors, on dit que ça dépend des gens, mais c'est quand même conseillé d'avoir un endroit où il n'y a pas de lumière où vous êtes vraiment dans le noir. Donc, si vous pouvez fermer vos volets, si vous pouvez, parfois, tu sais, tu as des prises et ça te fait une petite lumière, mhm, bah, mhm. l'éteindre. Parce qu'en fait, la lumière, ça va vous réactiver, en fait, finalement. Donc, d'avoir un espace où vous êtes vraiment dans le noir et vous pouvez mettre un truc aussi sur les yeux. Si par exemple vous voyagez ou autre, ou vous êtes dans un autre endroit et vous pouvez pas trop gérer voilà, la luminosité, c'est d'avoir un truc à mettre comme ça sur les yeux pour pouvoir Ouais. dormir.
Donc il y a la lumière, il y a aussi le bruit, parce que c'est ça aussi hein, qui joue beaucoup. Hein. Si vous habitez, je sais pas, dans une rue et il y a beaucoup de bruit la nuit, bah forcément, ça va aussi impacter votre sommeil. Donc, Mm. il n'y a pas que la dimension interne aussi à prendre en compte. Il y a aussi tout l'environnement extérieur. Et donc de voir en fonction de votre contexte de vie comment vous pouvez faire en sorte que tous ces éléments-là extérieurs perturbent le moins possible votre sommeil. Je sais qu'il y en a qui dorment avec des boules pièces. C'est pas forcément confortable pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut être aidant, ça peut fonctionner. Euh, donc de penser à ça aussi sur les conditions en fait optimales de votre sommeil pour qui est pas, enfin pour éviter le plus possible de pas être réveillé. Alors évidemment, je prends pas en compte si vous avez des enfants petits ou des bébés, ça c'est ça c'est Ça, c'est pas de bol. ah, ça c'est autre non. On va pas trop parler de ça dans cet épisode-là, voilà, parce que c'est des conditions particulières et bon, on sait très bien que quand on a un enfant au début, voilà, on va pas s'attendre à dormir super bien, voilà, ça fait partie du jeu, Ça fait j'ai partie envie du de dire. deal, hein, visiblement. Voilà, ça fait partie Alors moi, du j'ai pas deal. d'expérience personnelle, mais je l'ai vu chez mes Moi amis. non plus. Dur, dur. Donc là, c'est conditions Exactement. particulières. Je crois que tu es obligé un petit peu de Oui. savoir que tu vas sacrifier un peu de sommeil, là. Exactement. On ne peut pas dire je vais faire taire le bébé, sinon on serait un peu dans la maltraitance et on ne vous encourage pas du tout à faire ça. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sur la dimension environnementale, les choses que vous pouvez un petit peu améliorer ou contrôler, je vous invite à faire ça. Et puis si vous pouvez aussi avoir une pièce où c'est consacré à dormir, en fait Hmm, travailler dans la même pièce où vous dormez, c'est pas l'idéal parce que du coup, dans votre cerveau, l'association travail avec dormir, ça vous aide pas. Alors c'est pas forcément conscient, hein, mais si vous avez une pièce spéciale où vous dormez et c'est pas le même endroit où vous travaillez, ça dit à votre cerveau, bah ça c'est le lieu de repos en fait. C'est le lieu d'endroit où on n'utilise pas trop d'une manière active. Euh, et donc si vous pouvez, je sais que pour certaines personnes, surtout là je pense aux apparts à Paris, j'ai connu ça, donc voilà, t'as tout. je vais justement défendre les pauvres qui, comme moi, ont qu'une seule pièce la majorité du temps. Tu vois, moi, c'est dans des chambres d'hôtel ou des choses comme ça et tout. Oui, Genre, vous inquiétez pas, ce que vous faites, c'est vous réserver un espace ouais, c'est de ça. travail. Ce que j'ai fait, moi, l'astuce, c'est séparer l'endroit où je travaille et l'endroit où je dors. Là, par exemple, Mm, vous voyez, derrière, ça c'est quoi? C'est un lit. C'est là où je dors. Donc en fait, très mauvais élève, parce que là, tu vois, je bosse, etc. Enfin, c'est fun hein, et tout, mais ça reste quand même lié au travail. mm, Et ça pourrait ne pas être foufou. Mais ce que je fais, c'est que je travaille pas sur le lit là derrière. mm, Je travaille pas du tout. Je travaille au bureau. mm. Donc si jamais il n'y a pas de pièce, la pièce c'est le must. Si jamais vous avez une pièce pour bosser et Oui, une pièce pour dormir, genre, trop cool, profitez. Mais si jamais c'est pas le cas, vous inquiétez pas, faites un espace. Évitez de travailler oui, dans le lit, évitez de travailler. Voilà, je sais, on a tous voilà, vie d'étudiant ou dès que vous bossez un peu à la maison, ce genre de choses, ça peut être oui. tentant. Franchement, ça vaut le coup de séparer les endroits, même divertissement et travail, Mm. divertissement et dodo, ce genre de choses. Ça peut être cool d'avoir au moins des espaces différents dans la pièce. C'est le petit conseil de celui qui vit dans les chambres d'hôtel. Oui, non, mais c'est important de l'ajouter. C'est pour ça que voilà, je vais apporter une petite nuance, mais oui, super, super moyen ouais, d'avoir un espace dédié. Et pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à autre chose. Quand tu vis en couple et que les deux personnes n'ont pas le même rythme, Ah, ça, c'est un beau euh, sujet. Ça, c'est un très beau ouais, sujet. On le garde juste parce que je voulais, sur la fragmentation du sommeil, je vas-y, voulais continue, juste vas-y, ajouter enchaîne. un petit truc là-dessus pour donner un élément de réponse aussi. Déjà, super conseil, je suis vraiment, ces astuces-là, elles sont hyper importantes pour bien dormir la nuit. Je pense qu'il faut juste ajouter un truc sur la culpabilité. Parce que Mm.
il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent, j'arrive pas à faire des nuits complètes, je me réveille souvent pendant la nuit. Et des fois, je leur demande, genre, ok, mais t'es fatigué? Ah non, pas particulièrement, mais voilà, je me réveille pendant la nuit. Ok, mais genre, ça te coûte quelque chose, genre le matin, ça va pas, etc. Non, non, rien. Ok. Donc c'est un peu bizarre ce truc-là. On a cette idée qu'on devrait dormir d'une traite, et Mm. quand on le fait pas, ça veut dire que c'est forcément un problème. Mon expérience, c'est que c'est pas toujours un problème. Et si on remonte un petit peu au niveau des... Alors, les sciences du sommeil expliquent pas mal de choses de ce côté-là. On n'a pas toujours dormi de la même manière. Et ce truc de on éteint la lumière et on se réveille plus du tout pendant la nuit, finalement, c'est assez récent. On avait des rythmes qui étaient un petit peu différents et ça, c'est plutôt historique au niveau de l'histoire que de la science. Euh, les récits plus du Moyen Âge et de choses comme ça montraient qu'en fait, c'était assez régulier de se réveiller pendant la nuit et de faire quelques tâches et ensuite de redormir. On avait un sommeil qui était pas monophase, c'est-à-dire juste un dodo réveillé le lendemain. Mais que, en Mm. fait, il s'endormait en partie. Il faut savoir qu'il se couchait beaucoup plus tôt, hein, beaucoup plus avec le soleil, etc. Et qu'il y avait un moment où il se réveillait pendant la nuit, puis ensuite il se rendormait, et puis après il se réveillait le matin. On sait aussi que si on, on enlève toute notion à des personnes de sommeil, etc. Il y a des expériences qui ont été faites dans des grottes, notamment, où il y avait plus de, de repères Mm. au niveau du sommeil. Et en fait, ils se sont rendus compte que les gens faisaient des formes de sommeil polyphasiques, c'est-à-dire des sommeils où on dort en petite quantité et on gère nos journées un peu comme ça, c'est-à-dire que on dort un peu, on se réveille, période d'activité, on redort un peu, on fait une période d'activité, etc. Donc en fait, le corps s'adapte très bien et il peut avoir des manières de dormir différentes. Et aussi, selon le contexte où on dort, il va pas avoir le même sommeil non plus. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit où on connaît pas, typique, ça encore une fois, là, je parle d'expérience personnelle, quand on change d'endroit, dès que je change d'endroit, les Mm. premières nuits, c'est plus Ouais. difficile, j'ai un sommeil plus léger. Pourquoi? Parce que le corps se met un peu en vigilance, en espèce de réaction au danger. Il y a un bruit, il y a un truc, etc. Où on est, il faut être un peu plus, un peu plus vigilant. Aujourd'hui, on est très sécurisé en fait dans notre environnement de sommeil, ce qui fait que le corps se permet de plus se débrancher un petit peu. Mais à savoir que c'est aussi assez normal de rester un peu vigilant pendant la nuit et d'avoir des moments où on se réveille. De plus, en fait, notre sommeil, il n'est pas juste on met la voiture au garage et c'est fini. En réalité, notre sommeil, il est composé de plusieurs phases. Mm. Et la réalité, c'est que si on mesure une nuit complète, eh ben en fait, les gens se réveillent tout le temps pendant la nuit. Même si on a l'impression de ne pas se réveiller, on a des micro-réveils pendant la nuit. Et en fait, à la fin de chaque cycle de sommeil qui vont durer, on va dire 90 minutes en moyenne, ça peut varier. Des gens qui ça va être beaucoup plus proche de 60 minutes, d'autres beaucoup plus proche de 120, mais voilà, en moyenne, on dit à peu près 90 minutes. On a un cycle de sommeil de 90 minutes, il va se passer des choses Mm. pendant ce cycle-là, et un petit réveil. Et ensuite, on repart pour 90 minutes, et un petit réveil. Et c'est vraiment sur un électroencéphalogramme, on peut voir un petit pic d'activité. Mm. Mais ça, on s'en souvient pas du tout. Sauf qu'en fait, se réveiller pendant ce moment-là, c'est pas très très grave en fait. Et il y a des gens qui vont peut-être justement aller aux toilettes vite fait et puis ensuite se rendormir, etc. C'est pas forcément un signe de trouble du sommeil. Ouais. Ça dépend en fait de comment ça impacte votre vie. Mm. Mm. Mais si jamais il y a absolument rien, que vous êtes super fonctionnel, pas fatigué, que vous dormez, vous allez vous endormir, ça se passe bien, etc. Mais que vous avez des petits réveils pendant la nuit, c'est pas forcément tout le temps un problème. Et ça, je pense que c'est important parce que on Mm. a défini dans notre société que dormir, c'était comme ça. Et ça l'est pas toujours. Par exemple, typique dans les traditions dans lesquelles je viens, dans des temples, il y a des traditions où on se réveille vers 3 heures du matin pour méditer et ensuite on se rendort. Parce qu'à 3 heures du matin, il y a un état du corps qui est favorable. Et on le sait maintenant aussi, vers 3 heures du matin, nos cycles, ils envoient un petit peu de cortisol. Et on peut se réveiller vers 3 heures du matin. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent vers, en Mm. général, 3h30 à peu près.
du matin, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller. C'est un moment, en fait, où on a un réveil naturel. On a un petit pic de cortisol et ça facilite, en fait, le réveil. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se passent pendant la nuit et qui sont assez normales, en fait. Je te remercie de préciser ça parce que il y a, enfin, je trouve ça important et puis cette notion de culpabilité aussi peut être assez présente ou des personnes Mhm, qui ont l'impression de faire plein de trucs pour essayer et d'avoir la sensation que ça fonctionne pas comme ça devrait ou comme mhm, sociétalement ça devrait. Et ça me fait penser aussi, bon, il y a plusieurs choses, mais sur ça, il peut y avoir aussi comment dire, une colère, tu vois, parfois de ouais, se dire, j'arrive pas. Alors que possiblement, peut-être que finalement, la manière dont les personnes dorment, ça leur convient à elles et qu'il n'y a pas, comme tu disais, des conséquences mhm, euh, néfastes sur leur vie. Et par rapport à la colère, ça me fait penser aussi à des études qui ont été faites. Oui, donc c'est ça. Dans l'étude, il y avait trois groupes, c'est ça. Donc c'est des gens de base des gens qui ont des insomnies. Donc il y avait l'effet placebo, il y avait le médicament et il y avait rien du tout. Et du coup, ouais, ceux qui avaient rien du tout s'endormaient facilement. ouais, Voilà. exactement, c'est Donc vraiment pour ça. expliquer aussi que les attentes et Mhm, comment on pense que ça devrait être vont influencer aussi la manière dont on va dormir, donc ouais, notre qualité du sommeil. Je voulais juste revenir sur un élément que tu as évoqué parce que c'est une mhm, question qui nous a été exactement, avec posée. plaisir, ouais. Quand tu parlais de qu'on dormait en général mieux quand on était chez soi et que quand on changeait de lieu, on avait plus de mal à Mhm. dormir. Ça, Il y a c'est une quelqu'un qui nous... généralité, ouais. Oui, mais enfin, de par mon expérience aussi, il y a un peu un temps d'adaptation Ouais, aussi. c'est ça, ouais. Euh, Totalement. les premiers jours, parce que, enfin, voilà, il y a Yeah. familiarisation. Yes. euh, c'est bon, on a réussi. De ton cerveau avec l'environnement. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi que dormir, il y a aussi pour ça les personnes qui ont du mal à s'endormir, notamment des personnes qui peuvent avoir des troubles anxieux, c'est un état où tu lâches le contrôle, en Mhm, fait. mhm, C'est exactement. que, T'es vulnérable. exactement, t'es Mhm. vulnérable. Et ça peut jouer sur le fait qu'on a du mal à s'endormir, notamment les personnes qui sont anxieuses, parce que c'est de lâcher prise. Et les personnes qui sont souvent dans le contrôle parce que ça les sécurise, eh bien, le moment de dormir, c'est compliqué parce que c'est source d'insécurité. Et donc, quand on se retrouve dans un nouvel endroit qu'on connaît pas, même si chez des amis en soi, c'est quand même un nouvel endroit, et ben, il y a un temps de sécurisation, on va dire, du cerveau pour qu'il puisse. Et parfois, il y a des personnes qui n'arrivent jamais à bien dormir quand ils sont pas chez eux ou qui sont Chez pas eux, ouais. dans un endroit familier. Mais en revanche, la question qui nous a été posée, c'est Mhm. l'inverse. Ouais. C'est une personne qui dort moins bien chez elle que quand elle dort à l'extérieur. Est-ce que tu aurais des éléments, toi, là-dessus, Ouais, Yannick? on pourrait y réfléchir. Alors, sans connaître le contexte et tout, c'est compliqué de donner une réponse Ouais. personnalisée. Mais je pense qu'on peut essayer de trouver un peu des pistes et des généralités. Et puis ben, si tu nous écoutes et que c'est toi qui as posé cette question, pioche. Pioche, c'est ce qui pourrait te correspondre ou pas. Et sinon, n'hésite pas à nous donner plus de détails une autre fois, effectivement, en fonction de ce qu'on va dire là. Et je dirais que ça peut dépendre. Premièrement, le premier truc qui me vient, ça serait que justement l'endroit où cette personne dort généralement est plus insécure ou plus inconfortable que quand elle va dormir chez quelqu'un d'autre ou qu'elle va dormir autre part. Ça peut être expliqué par euh, un partenaire. Des fois, ça peut être compliqué de dormir avec un partenaire. Il y a cette culpabilité, encore une fois, de on doit dormir ensemble absolument et ce genre de choses. Mais il y a des fois des partenaires qui sont pas agréables à dormir avec. Voilà, je disais tout à l'heure, je ronfle. Hein. Ma femme, elle bouge beaucoup la nuit. Elle me met des coups. Une fois, elle m'a mordu. Je rigole pas. Une fois, elle m'a mordu. Donc, en réalité, quand on peut, typique dans les chambres d'hôtel ou ce genre de choses, on prend lit séparé et on dort 10 fois mieux. Et c'est totalement OK. Et si des gens veulent nous juger pour ça, aucun problème.
mais notre sommeil au top. Alors que quand on dort vraiment ensemble, etc., eh ben, on s'empêche de dormir l'un et l'autre. Et Mm, notre qualité de sommeil, elle est beaucoup moins bonne. Donc ça pourrait peut-être être une explication que la condition, ou bien un animal. Moi, j'ai mon chat qui vient des fois dormir avec moi. À chaque fois qu'il dort avec moi, on a un petit lit là. C'est l'enfer. J'ai peur de le faire tomber, j'ai peur de machin. Mon sommeil est plus léger, il est moins bon. Donc peut-être que le fait d'aller autre part, ça retire certaines choses qui empêchent de dormir en fait au quotidien. Et là, dans ce cas, il faudrait investiguer un petit peu, regarder est-ce que c'est justement un problème des personnes qui sont avec, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est la literie qui est vraiment pas bonne, parce que ça peut faire aussi, hein. Une mm, mauvaise mm. literie peut empêcher le sommeil et ce genre de choses problème de dos et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des éléments, même la température de la pièce, Oui, si c'est aussi. trop chaud, des fois. Mm, Donc, à mon avis, la première chose qui viendrait pour moi, c'est que à d'autres endroits, les conditions sont meilleures pour dormir que là où elle dort. Ça serait le premier truc qui me viendrait. Tu aurais une autre piste ou bien tu ouais, veux moi j'ai ajouter là-dessus? pensé au fait de d'être seule. Du coup, ce Ah, c'est serait pas plutôt bête ça. l'inverse. Hmm. D'être si dans un appart ou dans une maison autre et de se retrouver seule chez soi, qui peut être insécurisant pour certaines personnes. Et donc là, le fait d'être chez quelqu'un d'autre, on Ouais. n'est plus seul, même si on dort pas ensemble et même si on est dans deux pièces différentes, mais rien de savoir qu'il y a une présence, ça peut être rassurant, réconfortant, et donc ça peut aider à s'endormir. Un autre élément, ça peut être les habitudes dans l'enfance. Par exemple, comment est-ce que tu as été habitué, où est-ce que tu as été habitué euh, à dormir? Et du coup, est-ce que la façon dont tu dors et l'endroit dont tu dors aujourd'hui, est-ce que du coup c'est en rupture ou en tout cas différent à ce que tu as été habitué? Parce que ça peut jouer aussi ça sur comment on se sent dans son sommeil. Mhm. Là, c'est les éléments qui me viennent. Ouais, c'est Euh, super intéressant. J'avais pas pensé du tout, surtout la partie d'être seul. hmm. C'est vrai que ça, c'est une piste qui est vachement intéressante. Mm. Donc après, comme tu disais tout à l'heure, Yannick, on n'a pas toutes les informations et donc on peut pas voilà donner des choses détaillées. Mais en tout cas, voilà, si la personne veut après qu'on en discute et voir si on peut plus investiguer ça, voir c'est les pistes là qu'on a données, Ouais. si ça peut être aidant ou pas. Euh, Et puis pour les autres personnes aussi, après, si vous avez des questions, si vous avez des choses qu'on a un peu plus en détail, vous pourrez aussi nous envoyer par message pour vous aider à avoir un sommeil aussi de bonne qualité. Parce que on évoque depuis tout à l'heure aussi le fait de dormir, de réussir à dormir, mais il y a la quantité et il y a la qualité aussi Mhm. du sommeil qui est importante parce que parfois on peut dormir et on se réveille le matin, en fait on est crevé et finalement notre sommeil il n'était pas de si bonne qualité alors qu'on a Ouais. dormi je sais pas 8 heures. Ça aussi ça peut être possible. Et ça me fait penser par rapport à ce que je dis là, quand tu as parlé des différentes phases de Ouais, sommeil là. exact. Donc, tu as la phase du sommeil léger, la phase du sommeil profond et Mhm. tu as sommeil paradoxal qui correspond au rêve. Et donc, Exactement. parfois, ça peut être rêve ou cauchemar aussi qui perturbe notre sommeil. Alors, je vais pas rentrer dans une analyse des rêves ou des cauchemars, Non, mais je pense que c'est voilà. important. Je pense que c'est important d'aborder le sujet des cauchemars et des rêves, qui fait intégralement partie du sommeil et qui peut poser pas mal de problèmes de Mm. sommeil, justement, si on a trop de cauchemars et ce genre de choses. Donc, vas-y. Je pense que c'est hyper important. Donc, il y a différents types, entre guillemets, de cauchemars. Moi, je pense aussi aux cauchemars des personnes qui ont vécu des traumas. Mhm. Donc, ça se manifeste avec l'état de stress post-traumatique complexe ou pas. Et donc, de vivre, pardon, de rêver de l'événement traumatique et comme s'il revivait. Donc, il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi d'autres types de cauchemars. Mais en fait, finalement, les cauchemars, ça va plutôt mettre en avant des choses qui n'ont peut-être pas été processées finalement Ouais. par votre conscient et qui, enfin, ça peut parfois.
alors je dis pas de les prendre au pied de la lettre, mais ça peut parfois mettre en avant certaines choses, certaines angoisses euh, que vous n'aviez pas forcément conscience, ou en tout cas, vous vous rendiez pas compte de leur intensité finalement. Vous savez que c'était là, mais vous vous dites oui, bon, c'est pas grand-chose. Mais en fait, votre cerveau, dans vos rêves, dans vos cauchemars, vous montre que, ah bah si, en fait, peut-être que c'est quelque chose qui me perturbe quand même, et peut-être que je peux m'y pencher et aller réfléchir à tout ça. T'en penses quoi, toi, Yannick, sur ce sujet? Alors, c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Les rêves et tout ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et là, tout le monde se dit genre, ah, il va parler d'analyse des rêves parce que lui, c'est le gars un peu spirituel, etc. Eh ben non, parce que moi, l'analyse des rêves et les significations des rêves, à titre personnel, je pense que c'est trois quarts de conneries. C'est bête, hein? Non, en vrai, plus sérieusement, je ne suis pas convaincu par la plupart de ce qu'on peut trouver dans les analyses de rêves et Hmm, même ce qu'on trouve par exemple chez Freud ou ce genre de choses qui ont fait pas mal d'analyses de rêve aussi et de ce genre de trucs. À titre personnel, de tout ce que j'ai pu lire, expérimenter, etc., je suis pas convaincu. L'avenir peut-être me donnera tort et peut-être qu'effectivement certaines choses m'échappent totalement, mais à mon sens, essayer d'analyser ses rêves, c'est un petit peu comme essayer de comprendre quelqu'un qui a été sous trip de LSD. On va essayer de faire des liens, mais ça restera des liens un peu imaginaires de trucs que hmm, lui a interprétés à sa manière dans un état qui est le sien, c'est-à-dire complètement allumé. Parce que la réalité, c'est qu'en rêve, c'est un peu tout et rien, quoi. Le cerveau, il est un peu en roue libre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est plus de regarder de prendre un peu de recul et de regarder plus les généralités. C'est-à-dire que, hmm, typique, souvent pendant les cauchemars ou les rêves, il va y avoir des émotions prédominantes. Typiquement, quelqu'un va avoir sans cesse l'impression de fuir ou d'éviter quelque chose, etc. Typiquement, des personnes qui ont eu des traumas, elles vont souvent se sentir menacées. Il va y avoir des menaces tout hmm, le temps, partout. Et c'est pas parce que c'est un serpent que ça veut dire si, et parce que l'autre fois c'est un hmm, géant qui les poursuit que ça veut forcément dire ça. Peut-être. En vrai, qui je suis pour dire que c'est absolument pas vrai, je ne sais pas. Mais à mon sens, la plupart du temps où j'ai vu des personnes essayer d'analyser leurs rêves, etc., ça se résultait plus par des prises de tête sans fin et sans réelle réponse que juste de prendre un peu de recul et de se dire, OK, régulièrement, j'ai l'impression que je revis cette émotion, qu'elle revient sans cesse et que j'ai pas réussi à la lâcher. Ça peut être intéressant. Ça peut donner des pistes de se dire, OK, là, il y a une forme d'insécurité que je me trimballe et qui se manifeste dans mes rêves. Ou j'ai l'impression que très régulièrement, je crie sur des gens, je leur dis ce que je pense et je m'énerve contre eux, etc. Et c'est vrai que dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression que je ne le dis pas souvent, ces choses-là, alors qu'il y en a certaines que c'est vrai que je les pense quand même un peu et que sur le moment, hmm, dans mon rêve, ça m'a fait un peu du bien quand même de m'énerver contre ces gens. Ok, ça peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'on retient à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on dit pas? Qu'est-ce qu'on a peut-être besoin d'exprimer et qu'on n'a pas la possibilité de faire au-delà de nos rêves? Il peut y avoir aussi des désirs, des choses comme ça, même des trucs un peu plus sexuels, etc., dans les rêves qui peuvent être aussi un petit peu des manques ou des choses comme ça on pourrait se poser la question. C'est aussi la répétition qui fait que si une fois vous avez un rêve bon, oui. voilà, Hmm, hmm, on peut hmm, le laisser un petit peu passer et peut-être pas se prendre la tête dessus non plus. Par contre, hmm, s'il y a d'un coup une répétition régulièrement, toutes les nuits, vous avez des rêves de survie, de monde apocalyptique et de choses comme ça, régulièrement, ok, ça peut peut-être être intéressant d'aller creuser un petit peu et de voir qu'est-ce qui fait que le cerveau se sent tout le temps menacé pendant la nuit et essaie de se préparer à ces scénarios-là. hmm, Parce qu'en réalité, c'est aussi ça. On sait que le cerveau, il fait une partie de digestion pendant le sommeil. Et il y a une théorie qui dit qu'il nous préparerait aussi à des situations. C'est hmm, une théorie, hein, on n'est pas sur de l'absolu parce que même au terme scientifique, ça peut être débattu, ce côté-là. Mais que ça serait un endroit où on laisse place à notre anxiété, à nos prévisions, à des choses comme ça, où on essaie de se préparer un petit peu à des situations dangereuses et difficiles pour pouvoir les vivre plus facilement quand on sera éveillé. Donc voilà, peut-être la répétition. Je vois que tu voulais dire quelque chose sur la répétition, peut-être.
Oui, enfin, on appelle ça des cauchemars récurrents. Mhm. Et là, du coup, je vais reprendre dans le trauma, mais alors c'est pas forcément là des cauchemars de ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a des signes d'insécurité, en Ouais, c'est fait, ça. qu'on peut retrouver. Et alors, moi, personnellement, je travaille pas sur le cauchemar, enfin, dans ma pratique, mais là où je travaille actuellement, enfin, où je fais mon stage, il travaille sur justement ce qu'on appelle les cauchemars récurrents dans le Mhm. cadre traumatique. Et, ça peut être intéressant, entre guillemets, à explorer. Mhm. Euh, mais comme tu disais, c'est pas de chercher des significations symboliques, parce qu'après, tu vas avoir plein de théorisations. Je suis sûre que tu peux trouver plein de trucs sur Internet. Ah ouais, Déjà, ils disent si tous tu rêves différents. de ça. Oui, Déjà, tu en passes d'un plus. site à l'autre et tu verras qu'ils te disent tous l'inverse. Donc déjà, on est mal barré. Voilà. On n'a déjà pas tous la même grille de lecture, donc ça va être Mm. compliqué déjà. Tout à fait. Mais oui, c'est plutôt de travailler sur la dimension émotionnelle aussi Mhm. et de voir en fait qu'est-ce qu'on retrouve. Alors, soit parfois c'est le même rêve, le même cauchemar à chaque fois, soit c'est des détails ou des choses du rêve qu'on va retrouver et c'est du coup sur ces éléments-là qu'on va travailler pour essayer de comprendre en fait quelles sont les angoisses et qu'est-ce qu'il y a aussi derrière. Moi, je trouve que les cauchemars, c'est une très bonne mesure de température. C'est-à-dire que, en général, et particulièrement avec des personnes qui ont vécu des traumas et des choses comme ça, quand leur état s'améliore, les cauchemars diminuent. Oui. Donc, en fait, un des trucs où je peux dire avec confiance ce lien-là, c'est que, en général, des personnes qui font beaucoup de cauchemars, c'est qu'il y a des choses qui sont pas processées, des choses Mm, qui ont besoin d'être exprimées. Et le moment où elles commencent à travailler dessus, thérapie, cheminement personnel, peu importe ce que vous faites, eh ben, en fait, plus on va dans une bonne direction et plus le trauma se régule ou bien la santé mentale se régule et moins les cauchemars sont mm, récurrents, sont présents en fait et même ils diminuent d'intensité en fait. Les rêves se mm, transforment. C'est moins un cauchemar, on se réveille comme ça en sueur, mm. etc. C'est plus genre, ah, c'était un peu désagréable. Mm, Disons que l'intensité diminue et je trouve que c'est une bonne mesure en fait de notre progression mm, et mm, de mm, l'état mm, un petit peu interne qu'on pourrait ne pas voir, en fait. C'est un peu comme une petite loupe où on peut mm. regarder comment on se sent à l'intérieur et ça donne un petit signe, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi un travail qui peut être fait, pas du coup sur l'analyse en soi du cauchemar ou du rêve, mais sur la réécriture, en Mhm, fait. Parce que souvent, dans ces cauchemars-là, c'est des personnes qui se trouvent dans une situation d'insécurité, de danger, auxquelles elles n'ont pas le contrôle. Et du coup, c'est de voir, OK, comment est-ce qu'on peut réécrire ce cauchemar-là pour que tu prennes une position qui soit plus sécurisante, dans mhm, laquelle tu as plus le contrôle. Et en fait, ça revient aussi à ce qu'on peut travailler en visualisation et notamment en reparentage. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais c'est des choses qu'on fait en thérapie sur d'autres éléments que le cauchemar qu'on peut du coup appliquer aussi au cauchemar. exactement. Et on peut même travailler directement sur les cauchemars en travaillant les rêves lucides. Et je ne sais pas si tu as déjà Mhm. entendu les rêves lucides, ce que c'est un tout petit peu. Je m'y connais pas trop. Je t'avoue Ouais, que j'ai déjà entendu de nom, mais je veux ok. bien que tu vas-y, Ouais, avec plaisir. éclaire-nous. C'est un truc que j'ai pratiqué pendant 3-4 ans à très haut niveau, on va dire. Ok. Mais en fait, tu peux prendre conscience dans tes rêves. Ça, on n'est pas sur du truc, voilà, olé olé. Il y a vraiment plein de gens qui arrivent à prendre conscience pendant leurs rêves et donc qui sont conscients pendant qu'elles sont en train de rêver que ah bah c'est un rêve en fait. Et une Mm, fois qu'on a pris conscience que c'est un rêve, et ben en fait on peut modifier le rêve. Alors, on peut l'utiliser de plein de manières. Il y a plein de gens qui vont même s'y perdre comme un jeu vidéo où elles vont commencer à essayer d'assouvir tous leurs désirs dans les rêves, de vivre en fait dans les rêves plutôt que dans la réalité. Donc ça, c'est une tangente qui peut être problématique, mais on peut aussi l'utiliser en termes un peu thérapeutiques. C'est-à-dire que plutôt que de faire de la visualisation et faire de quelque chose sur l'état éveillé, en fait, on peut aller directement sur le cauchemar, sur le moment où c'est problématique dans le rêve,
et s'en rendre compte et ensuite réécrire le rêve. Donc en fait, tu fais la visualisation, mais tu la fais en direct. Hmm. Typique, d'un coup, quelqu'un qui nous menace, on est dans la merde. Putain, mais et je suis dans un rêve. Alors il y a plein de techniques pour se rendre compte qu'on est dans un rêve, etc. Ça prendrait plusieurs heures pour expliquer comment on fait des rêves lucides, etc. Et c'est pas forcément un outil que je donne à tout le monde parce que, comme je disais, il y a aussi beaucoup de problématiques avec ce genre de pratique-là. Mais dans un cadre thérapeutique, il y a quelques expérimentations qui commencent à être faites aux États-Unis. C'est très léger, c'est vraiment très peu démocratisé, mais où on entraîne des gens à faire des rêves lucides et à travailler sur leurs rêves, en fait, directement. Tu vois, comme je disais, tu as quelqu'un qui t'agresse, etc. Et là, d'un coup, je suis dans un rêve. Ah, ok. Non, je tiens mon truc, je me défends, etc. Et on reprend un peu le contrôle, on reprend un peu de la sécurité. Il y a aussi des gens qui travaillent des phobies avec ça. Parce que le fait d'être en Ok. rêve et de savoir qu'on est Ouais. dans un rêve, moi j'ai travaillé ma phobie des araignées comme ça. Ok. Et petit à petit, je me suis mis en contact volontairement avec des araignées dans mes rêves, tout en sachant que j'étais en sécurité. Jusqu'à aller la prendre, tu vois, dans ma main comme ça. Ah ouais. Et en fait, ça entraîne le cerveau qui est, Hmm. il faut le dire, rêve, réalité, il a un peu de peine à faire la différence, hein. Hmm, Pour lui, hmm, c'est un peu hmm. pareil. Donc, ça fait comme si on le faisait vraiment, en fait. C'est vraiment un entraînement. Et on peut même entraîner des choses, en fait, dans les rêves lucides, comme ça. Et donc, ça, c'est assez intéressant de savoir que l'on peut, en fait, influencer aussi nos rêves et qu'effectivement, ça peut être un espace de travail aussi, qui demande peut-être un petit peu plus d'investissement parce que c'est pas super simple de faire des rêves lucides au départ. Ouais. Mais Et ça ça, peut tu le être fais tout seul, intéressant. du coup, ce que tu évoques là. Tu l'as fait par toi-même. Ouais, tu le fais Ouais. par toi-même. En fait, alors, à savoir que tu es lucide, mais que ça reste quand même. Ton niveau de lucidité, il peut changer. Donc, c'est important de s'entraîner avant de pouvoir faire ce genre de choses. Tu commences juste à te rendre compte que tu es dans un rêve, etc., à pouvoir modifier certaines choses. Et petit à petit, avec la maîtrise, tu peux vraiment aller t'entraîner et Hmm. faire des choses qui vont te permettre de travailler dans ton rêve. Mais tu le fais aussi un petit peu à l'éveil où tu te dis, voilà, donc quand je serai dans mon rêve, voilà le scénario que je veux créer. Et ensuite, tu le répètes un petit peu Hmm. dans le rêve pour pouvoir améliorer un peu les choses. Et les résultats sont plutôt pas mal pour les phobies et Ok. pour les cauchemars et les traumas, il y a des gens qui ont des très bons résultats là-dessus. Hmm. Encore une fois, c'est très peu étudié, mais là, c'est plus expérience personnelle et aussi de d'autres gens, parce que j'étais très actif sur des forums de rêves lucides et de choses comme ça un temps, et beaucoup de gens partagent ce genre d'avancée, en fait, et l'utilisent comme ouais, un moyen de thérapie personnelle, en fait, Ok. un moyen Hmm. d'améliorer un petit peu leur quotidien éveillé à travers les rêves. Et du coup, parce qu'il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit, je me Mhm. dis, euh, est-ce que tu es activé émotionnellement? Parce que j'imagine, tu vois, dans Yes. le cadre du trauma, une personne qui fait du coup un cauchemar, euh, bah, ce sera pas, tu vois, enfin, c'est d'y aller progressivement. Si je me dis, si, allez hop, je vais essayer d'être dans un rêve lucide et du coup, je vais essayer de contrôler, si par exemple elle rêve d'une agression qu'elle a vécue, bah, ça peut, enfin, je me dis, ça peut être émotionnellement, tu vois, la réactiver, en fait, faire plus de bien que de mal. Donc, quand tu es du coup dans un rêve lucide, est-ce que il y a un déclenchement émotionnel? Enfin, comment ça se passe? Alors en fait, déjà le déclenchement émotionnel, il y est. C'est-à-dire que quand tu fais un cauchemar, tu as un déclenchement émotionnel. Mhm. Que tu le veuilles ou non, le cerveau, lui, il a l'impression de mourir. Donc ça, de toute façon, tu l'as. Et le moment où tu deviens lucide, au moment où où tu remarques que tu es dans un rêve, là, il va se passer quelque chose. Il va se dire genre, ah mais attends, je suis dans un rêve. Donc, Ok. boum, prise de distance. Ok. Et donc là, effectivement, l'intensité émotionnelle du rêve, elle peut diminuer. Et après, tu vas être sur le même niveau que à peu près quand tu es conscient, mais avec des variables. Voilà, c'est compliqué, mais Hmm. disons que le niveau de conscience va varier énormément, donc ça va dépendre où tu te situes au niveau de ta conscience. Dans le sens que, est-ce que tu es très présent, est-ce que ton esprit réveillé est très présent dans le rêve, ou est-ce qu'il est à 5% présent? Tu sais juste que tu es dans un rêve, mais il y a un peu tout qui part en sucette autour de toi. Genre un peu l'impression que tu es drogué, que tu maîtrises rien du tout, et puis d'un coup tu retombes dans le sommeil. En fait, voilà, c'est un peu dur de maintenir le niveau de conscience, mais tu as quand même cette prise de distance où tu vas pouvoir observer. Alors après, au départ,
Ça peut être juste de changer le rêve, genre, ah non, mais j'en veux pas de ce rêve. Et tu vas autre Ok. part, d'accord? Et tu fais ton travail à toi. Genre, moi, je vais parler d'expérience personnelle pour les araignées, mais alors, moi, je l'ai même pas travaillé sur j'ai un cauchemar d'araignée, donc je prends le contrôle à ce moment-là. Je l'ai plus travaillé sur OK, là, je suis lucide, tiens, je vais profiter de travailler ma peur des araignées. Donc, on va aller imaginer une araignée comme ça en face. Et je me suis fait des trucs à la Harry Potter, tu sais, où tu le ridiculises d'abord et des choses Oui. comme ça. J'ai fait des trucs comme ça pour. J'ai testé différentes choses. C'était des Hmm. méthodes qui étaient proposées et qui étaient expliquées par d'autres personnes. Donc, je me suis dit, tiens, on va tester. Et le fait de faire ce travail de volontairement créer une araignée, de volontairement la voir, de volontairement faire des choses comme ça, et ben en fait, tu reprends un peu le contrôle sur cette peur, Hmm. sur ce mécanisme automatique. Et c'est là où le travail se fait vraiment. Je dirais pas que la plupart du temps, quand tu deviens lucide et que tu es vraiment dans le cauchemar, etc., la plupart du temps, surtout quand tu as peu de niveau, etc., la plupart du temps, tu vas juste OK, là, je vais prendre du recul, Hmm. on va faire un petit peu autre chose, on va calmer le truc, etc. Voilà, pour répondre un petit peu à ta question. Je sais pas si ça répond beaucoup à ta question, Si, 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 ouais, si, ça répond quand même. Et en fait, enfin, du coup, ce que tu évoques, c'est finalement comme une thérapie d'exposition que tu le tu fais fais pour dans ton toi-même. rêve. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, le fait que tu le fais volontairement aussi, genre que tu le crées toi-même, il y a aussi une autre dimension. Et tu es dans un Ok, rêve. ouais. Et comme tu sais que Hmm. tu es dans un rêve, je rigole pas, tu es dans un rêve, tu peux claquer des doigts et l'araignée, elle disparaît. Tu peux tirer Hmm. des éclairs de tes doigts si tu veux sur l'araignée. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de loi physique, il n'y a pas de réalité tangible dedans. Donc en fait, ça t'offre ce côté très proche de l'éveil dans le sens que c'est pas comme une visualisation, tu es dedans. Hmm. Je veux dire, le cerveau, il a même pas conçu, c'est même pas comme si tu as ce côté genre je suis en train d'imaginer quelque chose. Non, tu le vis, tu es à la première personne, tu vois tout, tu peux toucher les choses. Donc ça donne une réalité très forte, tout en étant très sans conséquence. Donc ça donne l'élément parfait en fait pour pouvoir être très proche de la réalité pour ce que tu veux travailler, tout en étant en mode genre, eh, je m'en fiche, si elle vient vers moi, je claque des doigts et elle disparaît. Hmm. Oui, donc tu gardes toujours consciemment que tu es dans un rêve, en fait. Donc il y a Si tu toujours maintiens cette le niveau de distance. conscience, ouais. Si Ok. tu si arrives à maintenir, après, des fois, tu peux retomber dans le rêve, c'est-à-dire que tu oublies que tu es dans Ah un rêve oui. et tu repars dedans. Ça dépend en fait de ton niveau de pratique. C'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose qui est utile pour tout le monde, mais c'est intéressant de le mentionner, c'est intéressant de savoir que pour certaines personnes, ça a fait pas mal de bien. Ok. Mais ça prend du Mais temps. je pense, bon, je suis sûre que j'ai Hmm. jamais expérimenté ça. Du coup, ça, tu vois, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que c'est, essayer de comprendre. Euh, Comme je l'ai jamais vécu. Mais s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui eux, ont aussi eu des rêves lucides, n'hésitez pas à nous faire des témoignages, voir un petit peu peut-être comme Yannick, ça vous a aidé pour certaines phobies, certaines peurs. Moi, ça m'intéresserait aussi voilà, d'avoir d'autres témoignages des personnes Ouais, qui nous écoutent. clairement. Et il y a des gens qui en Mhm. font aussi, qui te raconteront l'expérience sans avoir jamais su que c'était un rêve lucide ou jamais s'être entraîné. Ah En fait, ouais. c'est juste qu'une fois dans leur vie, ou deux, trois fois, ou même des gens un peu plus régulièrement, ils arrivent à se rendre compte qu'ils sont dans un rêve. Souvent, les gens se réveillent à ce moment-là. Ils disent, ah Ben, je tiens, je suis pense que dans un rêve. ouais. Et puis hop là. Je suis presque sûr que ça t'est arrivé. Hmm. La majorité des gens, en fait, ça leur est arrivé une ou deux fois. De se Mais rendre compte. ouais, mais tu vois, de me dire je suis dans un rêve parce que j'ai des rêves où enfin, quand je les rêve, j'ai l'impression, oh mais non, ça c'est un rêve. Je réfléchis en même temps à la Ouais, même il n'y a personne pas de qui mal, il nous n'y a pas de écoute. mal. On a pris Mais une tangente un petit peu, comme d'hab, avec ouais, nous, mais non, mais faut s'y attendre. Si on prend pas de tangente, c'est que c'est pas normal. Il y a un truc mais je me suis jamais dit dans un rêve, ah tiens, je suis dans un rêve. Ok, En fait, je rêve, je suis vraiment consciente du rêve, mais je oui. me dis pas que c'est un rêve. Ouais. Et ben là, le moment où tu deviens lucide, c'est le moment où tu sais que c'est un rêve. Ouais, bah je pense pas que j'ai ça. Ouais. Et tu verras, peut-être tu auras une fois l'occasion et genre t'es là en train de rêver, puis d'un coup tu dis non mais c'est trop bizarre. Mais c'est un rêve ce truc.
Et après, il y a des techniques pour savoir que tu es dans un rêve. Ceux qui ont vu Inception, eh ben, ils en connaissent quelques-unes, mais effectivement, t'as des choses comme les interrupteurs qui vont pas fonctionner correctement. Tu peux regarder tes mains, tu auras des doigts de plus, des trucs un peu bizarres. Il y a plein de choses. L'écriture aussi. Ah Tu ben peux du coup essayer de lire maintenant des choses, ça marche pas. ça a éveillé ma curiosité, donc je vais sûrement Pas une fois, me on pourra peut-être faire renseigner là-dessus. un épisode là-dessus, un peu plus approfondi, pourquoi pas. Hein, si ça vous Ouais, intéresse, ouais, dites-nous faites-le si nous ça vous savoir intéresse. et on Et pourra puis, explorer hmm, un peu le sujet. Mais pour revenir vraiment au problème de sommeil, et même si c'est un peu lié ce dont on vient de parler, mais pour en revenir un petit peu au problème de sommeil, hein, je pense que l- de rappeler en fait que les problèmes de sommeil sont aussi un symptôme hmm, de quelque chose. Je pense que c'est un petit peu avec ça, je vois le temps qui a déjà bien passé avec ça que je voulais peut-être, à moins que tu avais quelque chose que tu voulais vraiment aborder avant. Ok. Je voulais rappeler que ça reste quand même beaucoup aussi un symptôme, au-delà des troubles du sommeil qui peuvent, eux, avoir des impacts sur votre santé mentale. Et comme on en a parlé, la privation de sommeil, ça peut être dangereux et ça peut causer beaucoup de problèmes. Mais aussi le fait que si vous dormez mal, ça peut être intéressant de vous poser la question de pourquoi. Est-ce que l'impact de votre vie quotidienne pourrait être l'explication de ces problèmes de sommeil? Comme on l'a dit, hmm, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Peut-être qu'il y a une hygiène de vie, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais plein de choses qui peuvent impacter le manque d'activité physique, une mauvaise alimentation. Voilà, une mauvaise hygiène de vie va avoir un impact sur l'hygiène du hmm, sommeil, en fait, sur le sommeil en lui-même. Donc ça peut être aussi signe d'une mauvaise hygiène de vie. Quelqu'un qui dort trop, ça peut être aussi, dans les sciences yogiques, etc., on dit que quelqu'un qui dort trop, c'est tout aussi dangereux que quelqu'un qui dort pas assez, que hmm, c'est une léthargie qui s'installe en lui, que c'est une ouverture vers la maladie et ce genre de choses. Que d'un coup, c'est une personne qui s'enfonce en fait vers cette inactivité et vers le sommeil tout le temps. Et c'est des personnes qui sont peut-être, mais elles dorment énormément et elles sont toujours fatiguées la journée, fatiguées. Et en fait, toutes ces choses-là, ça peut être un peu l'expression de peut-être de choses qui sont un peu plus profondes et de choses qui pourraient être intéressantes à remettre un peu en question en se disant, OK, est-ce que ma vie, quand je suis éveillé, aurait peut-être un impact sur cette vie quand je hmm, dors? Et de se poser cette question-là et que souvent, ce que je vois, c'est que en améliorant les choses dans la vie éveillé, c'est-à-dire, bah voilà, moi, typique, je travaille avec la méditation, etc. Les gens qui commencent à méditer, donc à processer des choses, à améliorer un petit peu leur vie à travers ce genre de méthode pour moi, mais d'autres à travers la thérapie, à travers des formes de coaching ou peu importe. Souvent, le sommeil s'améliore lui aussi en hmm, conséquence. Donc, quand on travaille sur la partie éveillée, on travaille aussi sur la partie dodo. Donc, des fois, plutôt de se dire, je dors pas bien, donc je vais régler mon problème de sommeil, hmm. ça peut être intéressant de se dire, OK, mon problème de sommeil, c'est peut-être un symptôme d'autres problèmes qui se passent en fait plus quand je suis éveillé de maîtrise de mon mental, comme on disait, d'émotions ou autres, comme on l'a dit. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu voulais ajouter peut-être Je trouve que c'est très bien résumé, à la fois sur l'interaction dans les deux sens, et c'est vrai de prendre en compte aussi à la fois les éléments internes, donc de soi, donc tout ce qui va être anxiété ou tout ce qui va être régulation des émotions, tout ça, et en même temps les éléments externes plus environnementaux sur l'hygiène de vie, Mhm, euh, qui sont aussi à prendre en compte. Donc d'analyser comme ça un petit peu pour vous-même en fonction de votre contexte de vie. On revient toujours à ce qu'on vous dit, mais cette notion d'observation, d'auto-observation, euh, et de tester peut-être de faire des petits changements et de voir justement comment ça impacte aussi votre sommeil. Alors, à savoir que ça peut aussi nécessiter un peu de temps, c'est-à-dire qu'il bien y a sûr. toujours un temps d'adaptation. Si vous faites un changement dans votre hygiène de vie et que vous attendez à ce que ça marche du premier coup, que vous dormiez mieux tout d'un coup, ça va pas Mhm. forcément fonctionner comme ça. Il y a Non, aussi 100%. besoin d'adaptation pour votre cerveau.
Totalement. Je parle de Euh, ce que je connais à travers la méditation, par exemple. Au niveau scientifique, les études montrent très clairement qu'il faudrait méditer à peu près pour 2 mois, 20 minutes par jour, 3, 4 fois par semaine, pour que d'un coup, les effets sont mesurables sur le sommeil, avec vraiment les sujets qui reportent une amélioration notable sur leur qualité de sommeil et sur la facilité de s'endormir. Donc ça prend du temps, c'est pas genre juste comme ça. C'est pas parce que d'un coup vous allez méditer 2, 3 fois que vous allez dormir comme un bébé. C'est pas parce que vous mangez mieux quelques fois que vous allez dormir mieux d'un coup. Je pense que c'est très important ce que tu dis là. Attendez pas des résultats directs sur le sommeil. C'est un symptôme fort, le sommeil. Et pas vous désespérer non plus, du coup. Et puis après, comme on vous a dit au début, voilà, si vous sentez vraiment que ça persiste et que là, il y a des choses plus profondes, allez consulter déjà en premier temps un médecin et puis après, peut-être d'autres professionnels de la santé mentale. Je pense on a fait le tour, Yannick. Ouais, Il nous manque quelque chose et d'ailleurs, on l'a oublié au dernier épisode. Tu mais c'est vrai, sais, tu on as a fini raison. l'épisode, on a fini l'enregistrement. Et je me suis dit, mais attends, on n'a pas parlé de la mission de la semaine. Du coup, l'épisode de la semaine, bah, toutes les 2 semaines. Maintenant, on vous fait des épisodes toutes les 2 semaines, mais le dernier épisode sur l'amitié, on a oublié de faire la mission. Donc là, je me suis dit, il faut pas oublier pour cet épisode-là. C'était les vacances. Euh, Ça, c'était les vacances. Quelle mission tu voudrais donner, toi, Yannick? Bon, la première qui me viendrait, ça pourrait être de tester le petit exercice que j'ai donné Ouais. au début de l'épisode. Donc de rembobiner un peu sa journée et puis ensuite de faire un petit compté de 100 à 0. Voilà moi l'idée que j'aurais. Qu'est-ce que Eh tu en ben, très penses? bien. Ça te va? Je la prends, je vais même la faire, tu vois. Waouh, Je vais aussi stylé. la faire, cette mission. La dernière fois que j'ai compté, j'ai réussi à compter jusqu'à 97. Après, je me souviens plus. Ah oui, 97, bon, ça va, t'as pas... C'est... Je... Aucun souvenir. Bon, apparemment, je m'endors vite, selon ma femme, donc Ouais. Ah, on n'a pas parlé de... Bon, c'est pas grave, on pourra refaire un épisode 2 sur le sommeil, mais on n'a pas parlé des différents rythmes quand on c'est vit en vrai, couple. c'est vrai. Ouais. Bah, ça sera peut-être Euh, pour une prochaine fois. Raté, on n'a pas tenu Ouais, parce que parole. là, ça va faire. Mais on pourra peut-être faire un autre épisode sur le couple. On avait fait un épisode sur la communication. Du coup, on pourra reprendre couple et on pourra apprendre aussi cette Les rythmes et ce dimension-là. genre de choses. Ouais, les rythmes. Ouais. Cool, Si c'est ça une vous bonne idée, ça. intéresse, vous nous dites. Et là, Euh, là, on vous a donné plein de trucs. Vous allez devoir nous donner Ouais. votre avis. Donc, balancez les messages. Je trouve qu'on n'en a pas Allez-y. assez. On veut communiquer Non! avec vous. Allez-y, bombardez-nous là. On attend vos Ouais, messages. c'est ça. Ça serait cool. Nous, c'est le must pour moi. Quand il y a des questions, des choses comme ça, j'adore. Je trouve ça super cool. Ok, bah Je suis trop bien. d'accord. Est-ce que on avait quelque chose d'autre? Je ne crois pas. Non, je pense qu'on est Donc, bon là. je pense qu'on va pouvoir clôturer ce podcast pour aujourd'hui. N'hésitez pas à envoyer des petits signaux positifs aux algorithmes sur les plateformes d'écoute en faisant petit 5 étoiles, petit commentaire, like, j'en sais rien exactement sur ça, dépend des plateformes. Partagez. Partagez s'il y a des gens que vous connaissez qui ont des petits problèmes de sommeil, tout ça, et que vous pensez que ça pourrait leur être utile cet épisode, eh ben, n'hésitez pas. Partagez les bonnes informations. J'espère en tout cas que c'est des bonnes informations. Et puis voilà, en fait, tout bon. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. Ça dépend si vous essayez de dormir justement et que vous étiez réveillé et que votre podcast ne vous a pas suffi pour vous endormir. Heureusement, ça voulait dire que c'était intéressant. Mais avec nos belles voix apaisantes, relaxantes. Si vous voulez un épisode ASMR où on chuchote comme ça pour vous endormir, eh ben, vous nous dites. Et puis sinon, moi, je te dis à tout bientôt, à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Yes, salut tout le monde! Bye bye!